Et si je vous disais qu'un mec avec une chaîne YouTube normale a généré plus d'argent que la majorité des YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés? Je connais quand même pas mal de gros créateurs Instagram, des créateurs à plus d'1 million d'abonnés. La plupart gagnent à peine de quoi payer leur loyer. Antoine BM a posté 1300 vidéos sur YouTube, il a créé plus de 150 formations et avec tout ça, il a généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais contrairement aux YouTubeurs qui dépendent de la pub, Antoine a généré 96 fois plus d'argent avec ses propres produits qu'avec la monétisation YouTube, soit 361 € pour 1000 vues. Mais le truc le plus contre-intuitif, c'est qu'il fait exprès de créer des vidéos moches, pas de montage stylé, juste lui, une caméra et un micro, parce que ça filtre son audience et ça n'attire que des vrais clients. Pendant 10 ans, il a perfectionné un système de petits produits qui lui a permis de générer des centaines de milliers d'euros par an et qui lui a permis de voyager tout autour du monde. Avec les petits produits, ça m'est arrivé de faire des lancements à 80 000, 100 000 € pour des produits créés en 3-4 jours sans support derrière. Mais après avoir aidé des milliers d'entrepreneurs, Antoine a découvert quelque chose. Ses meilleurs clients voulaient aller plus loin. Et à ce moment-là, je comprends un truc, c'est que la plupart des créateurs, et notamment la plupart des petits créateurs, le moyen le plus efficace pour eux de gagner leur vie avec une petite audience, c'est de faire des accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Il voulait plus juste une formation de 2 heures, non, il voulait une véritable transformation. Alors aujourd'hui, Antoine va nous expliquer comment il a fait évoluer son business après 10 ans, comment il a construit un business qui tourne sans lui et sa méthode pour créer du contenu rentable en moins de 2 heures, y compris le système exact pour transformer les gens qui regardent vos vidéos YouTube en clients qui vous payent des milliers d'euros. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel avec Antoine BM. Faut se prendre des petites claques d'ego, quoi. Et en fait, les gens pensent que dès qu'ils vont se lancer, le monde les attend. Mais non, personne t'attend, tout le monde s'en fout. Donc bats-toi, quoi. Rentre dans l'arène tout de suite et bats-toi. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel avec Antoine BM. Dans la première partie, Antoine et moi, on va avoir un débat bienveillant parce que pendant des années, on a prêché 2 philosophies opposées. Moi, c'était le high ticket. Toi, c'était des petits produits. Et du coup, il y a eu des changements récents, donc on va discuter de ça. Dans un second temps, on va décortiquer ta philosophie du contenu rentable. Et du coup, en fin d'épisode, on va parler de l'essentialisme et de ton système pour éliminer le superflu et pour garder que ce qui compte vraiment. Et du coup, je te propose, Antoine, de démarrer directement par la première partie. Parce que pendant des années, toi, tu étais le défenseur des petits produits. Tu as créé plus de 150 formations en petits produits. Et récemment, tu m'as envoyé un message du coup sur WhatsApp et tu me dis qu'il y a quelque chose qui avait changé. Du coup, je voulais savoir, c'était quoi ce moment précis, ce déclic? Depuis plusieurs mois, tu avais aussi, peut-être qu'il y avait des choses que tu voulais changer aussi, dans ton activité? Donc c'était quoi ce moment précis où tu t'es dit qu'il y avait quelque chose que tu voulais, explorer de différent? Bah écoute, l'annonce, c'est que je vais peut-être faire autre chose que des petits produits. En tout cas, je vais peut-être tester d'autres modèles, des modèles que j'ai pas encore testés, qui sont nouveaux pour moi. Et le déclic, disons que c'est fait progressivement, mais il y a eu, je pourrais dire un point où j'ai vraiment pris la décision. C'était récemment, j'étais à une soirée avec des entrepreneurs. Il y a une entrepreneuse qui me voit, qui vient me voir, qui me dit «Antoine, je te suis depuis des années, j'ai suivi quasiment toutes tes formations, j'adore ce que tu fais» et cetera. Je me dis: «OK, trop cool. Qu'est-ce que toi tu proposes? Qu'est-ce que toi tu vends?» et cetera. Et elle me dit: «Bah moi, j'ai un accompagnement high ticket dans la nutrition». Et à ce moment-là, je comprends un truc que je savais déjà, mais que j'avais vraiment jamais vraiment voulu intégrer jusque-là, c'est que, en fait, la plupart des gens qui me suivent, la plupart des créateurs et notamment la plupart des petits créateurs, ceux qui n'ont pas une très grosse audience, le moyen le plus efficace pour eux de gagner leur vie avec une petite audience, c'est de faire, des accompagnements, à plusieurs milliers d'euros et c'est vrai qu'il y a pas besoin d'avoir énormément de trafic pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même les gens qui suivaient mes méthodes, ils se tournaient vers ce type d'accompagnement, vers le high ticket, parce que c'était simplement, le plus simple et le plus accessible, pour quelqu'un qui débute. Et je me suis dit à ce moment-là: «Bah tiens, il y a quelque chose, je suis en train de passer à côté de quelque chose qui est important pour mon audience, pour mes élèves et je peux pas, en fait, continuer à passer à côté de ce truc-là». Et je pense que j'ai évité ça pendant des années parce que j'avais, peur du côté, vendre mon temps, faire du coaching et cetera. Moi, j'aime bien être, tranquille, avoir peu de rendez-vous. Mais du coup, je me suis aussi privé, d'une éducation qui était intéressante. Les petits produits, ça m'a apporté énormément en termes de comprendre ce que veulent les gens, parce que quand tu as lancé plus de 200 produits, il y a un moment où tu commences à savoir ce qui intéresse les gens et c'est des données que tu peux avoir qu'en faisant ça. Mais il y a des choses, par exemple, que j'ai pas appris. Par exemple, je sais pas vendre, en live. Je sais, vendre avec des emails, je sais vendre avec des pages de vente. Je sais pas vendre à quelqu'un qui est en face de moi, j'ai pas appris à le faire
Et je pense que le high ticket, c'est le meilleur moyen de le faire. Pour le coup, c'est un domaine dans lequel tu apprends énormément et j'ai envie d'explorer un peu ce sujet-là. Ouais. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est qu'au final, c'est pas si différent que ça de faire des appels de vente que de faire du copywriting. En fait, la seule différence, c'est que le copywriting, c'est des appels de vente par écrit et les appels de vente, c'est du copywriting à l'oral, en fait. Ouais, exactement. Au lieu de deviner les objections, tu les as directement et tu y réponds, quoi. Et moi qui te suis depuis un petit moment, enfin qui te suis depuis longtemps, j'ai vu qu'à un moment, tu as trouvé peut-être aussi que ta machine qui fonctionnait super bien et tout ça, ça commençait à devenir un peu fatigant ou en tout cas, tu n'avais plus forcément le même plaisir ou la même déter dans ce que tu faisais. C'était quoi ce moment, on va dire, où tu t'es rendu compte que, on va dire, ça te motivait moins de faire ce que tu faisais avant? Alors, je dirais pas que ça me motivait moins, je dirais pas que j'ai trouvé ça fatigant. C'est vrai qu'il y a des périodes où, bah, voilà, tu es dans une machine, tu dois lancer des produits régulièrement. Il y a des périodes où tu es juste pas inspiré ou alors où tu t'intéresses à d'autres choses. Et dans ces périodes-là, j'aimerais pouvoir avoir le luxe de pas être en train de devoir trouver des nouvelles idées de produits, de construire des nouveaux produits. Mais globalement, j'aime bien faire ça quand même, tu vois? J'aime bien et c'est un truc qui est vraiment cool avec les petits produits, c'est que tu peux explorer des nouveaux sujets, très vite les théoriser, en faire des modèles, les envoyer à ton audience et ton audience progresse très vite avec toi. Il y a un aspect nouveauté en fait qui provoque de l'excitation, qui génère des bonnes ventes et qui est aussi excitant pour le créateur du produit, qu'on n'a pas forcément avec, le high ticket. Et ça, c'est quelque chose une des raisons pour lesquelles je pense pas arrêter complètement les petits produits et je pense continuer à les faire notamment sur hem, des nouveaux modèles que je découvre, des modèles d'organisation, des modèles de production avec l'IA par exemple, des modèles où en fait tu vas pas forcément créer une transformation totale chez le client avec ça, mais tu vas l'aider à évoluer. Et en fait, il y a 2 types de besoins chez les clients. Il y a le besoin de transformation totale. Je pars de zéro, je veux gagner ma vie sur internet. Je gagne ma vie sur internet, je veux faire beaucoup plus de ventes, par exemple, en, faisant décoller ma chaîne YouTube. Tout ça, c'est des transformations. Mais on a aussi des besoins d'évolution. OK, comment je fais pour écrire un peu plus vite? Comment je fais pour améliorer mon copywriting? Comment je fais pour être un peu mieux organisé, moins être sous l'eau et pas faire de burn-out? Comment je fais, pour, découvrir ce nouvel outil qui vient de sortir et qui peut m'aider à faire du meilleur contenu? Et ça, je pense que, pour l'instant, les petits produits, ça reste, le mieux pour ça et c'est pour ça que je pense pas arrêter complètement. Clairement, ouais. Et puis aussi un truc que tu dis qui est intéressant, c'est, je crois que Stan, il avait aussi le même, truc, c'est que enfin, pour parler de Stan Lelow de Marketing Mania, qui lui, il est super bon pour lancer des projets. Il adore ça, il adore lancer des produits, en fait. Et il est vraiment passionné par ça et en fait, quand il a, lancé un produit qui était, justement un produit à étiquette, qui était plus long terme, en fait, lui, il avait toujours cette envie de cette excitation de vouloir lancer des nouvelles choses et pour certaines personnes, ça peut être un peu plus difficile aussi de les gens qui adorent lancer des nouveaux trucs en permanence, ça peut être aussi difficile parce que, en fait, quand on a un accompagnement qui est, un peu, high ticket ou long terme, en fait, ça va pas être des énormes changements qu'on va faire du jour au lendemain. Ça va pas être, «Tiens, je vais créer un nouveau programme, dans la semaine prochaine». C'est plutôt, je vais faire des petits changements, incrémentaux qui vont permettre d'améliorer le programme, étape par étape. Mais ça va être: «Tiens, je vais mettre à jour, telle vidéo ou telle petite chose qui va permettre d'aider mes clients», mais ça va pas être un virage, à 90 degrés, quoi. Et les deux ont leurs, bénéfices, tu vois? C'est vrai que c'est excitant d'avoir un nouveau projet, de pouvoir lancer quelque chose de complètement neuf. Je trouve qu'il y a aussi une satisfaction à construire quelque chose par itération et à l'améliorer progressivement. Tu construis un asset aussi quand tu construis un gros produit et que tu l'améliores petit à petit et que tu crées un système de vente autour. Donc, je pense que les 2 peuvent être intéressants. Probablement que l'erreur quand on est quelqu'un qui est excité par la nouveauté, c'est de s'en priver totalement. Il faut, un hybride. Comment est-ce que tu penses jongler avec les 2, toi? Ouais, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question à laquelle j'ai pas encore entièrement, réfléchi. Aujourd'hui, moi, je me base beaucoup sur les systèmes d'organisation. J'ai besoin d'avoir des systèmes d'organisation qui me permettent d'être 100% focus sur une seule chose à la fois. Si j'ai le cul entre 2 chaises, si j'ai un pied dans chaque projet et que j'essaie de faire un peu de tout en une seule journée, je vais saturer mentalement, je vais pas y arriver, je vais me décourager. Le modèle que j'ai actuellement et qui marche vraiment bien, bon, ça fait 1 mois et demi, donc c'est pas encore, voilà, je peux pas dire que c'est le modèle qui a changé ma vie, mais en tout cas, ça marche vraiment bien, depuis que j'ai commencé. C'est de faire des semaines thématiques. Donc je fais, 1 semaine dédiée à la création de contenu. Pendant une semaine, je crée un mois de contenu. Ensuite, je fais une semaine dédiée à la création d'une offre.
Ensuite, je vais faire, mettons, une semaine dédiée à mon SaaS Better Stats, et ensuite une semaine dédiée à la vente. Donc, en fait, j'ai ces semaines thématiques. Ça ne veut pas dire que je fais que ça pendant ces semaines, mais ça veut dire que ces semaines sont dédiées à ça. Donc, ma semaine création de contenu, je vais faire une vidéo YouTube par jour. Le dernier jour, je vais faire 4 shorts. Ok, je vais avoir du contenu à poster chaque semaine ensuite pendant un mois. Et s'il me reste un peu de temps dans ma journée de travail, je vais bosser sur les petites tâches annexes, les trucs en cours, voilà, répondre aux messages, faire les coachings, etc. Mais ça va pas être ma priorité. Et en fait, ça me permet de, si tu veux, d'avoir la sérénité de savoir que quoi qu'il arrive, j'avance. Quoi qu'il arrive, cette semaine, je vais faire mes 8 vidéos. Rien pourra m'en empêcher parce que c'est mon objectif de la semaine et ça va être ma priorité de la semaine. Et il n'y a pas un jour où je vais être sur un autre projet ou du coup je vais décaler le truc, etc. Ça n'arrivera pas. Ouais, c'est difficile de pouvoir, de changer de focus en fait, pour toi, c'est difficile de le faire peut-être sur une semaine. Moi, j'aime bien le faire par jour. En fait, il y a une journée où je vais faire, une journée, justement coaching client, une journée où je vais faire, des appels de découverte avec des gens, une journée où je vais faire des vidéos YouTube. Je suis plutôt par thématique, mais ça revient un petit peu au même, Ça revient par même. rapport à Tu peux faire par jour, tu peux faire par semaine, tu peux le faire par mois. Et c'est vrai que si t'as des coachings à te délivrer chaque semaine, ça peut être intéressant de le faire par jour, d'avoir des journées coaching, hein. Est-ce que tu veux parler de ce projet-là ou, est-ce que tu veux le garder secret pour le moment? Alors je peux pas tout dire tout simplement parce qu'il est pas encore complètement défini. Mais ça va être un accompagnement sur 3 mois. Ça va probablement être lié à YouTube. Il y aura une prévente qui va être faite très rapidement. Je pense qu'au moment où ton podcast sera lancé, la prévente les places seront parties. Et le but, ça va être de provoquer une transformation complète dans le domaine de YouTube. Donc pour les créateurs, les petits créateurs qui cherchent à se développer sur YouTube. Incroyable, trop bien. OK, bah, moi franchement, j'ai hâte de enfin vraiment, je suis vraiment curieux et hâte de voir ce que tu vas, faire. Et du coup, est-ce que tu voudrais mettre en place justement une sorte de funnel avec des appels et tout ça? Ou est-ce que tu voudrais plutôt essayer de vendre avec une page, Je vais tester différentes choses. Je vais commencer les méthodes classiques avec les appels. Tout simplement parce que je pense que avant de développer ses propres méthodes, il faut faire ce que les autres ont déjà développé. Il faut tester ce que les autres ont déjà développé. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais j'ai envie d'apprendre et en plus je trouve ça intéressant parce que pour le coup tu es vraiment au contact du client, tu apprends extrêmement vite, tu es au contact de toutes les objections possibles. Pour la création du produit, c'est génial aussi de comprendre ce dont les gens ont besoin, quels sont leurs problèmes fondamentaux, etc. Moi, c'est vrai que s'il y a une chose qui m'a manqué en faisant que des petits produits pendant des années, c'est le contact avec les clients. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parfois, tu as l'impression d'être un peu déconnecté des clients, de plus exactement savoir ce qu'ils veulent, etc. parce que tu leur parles jamais, en fait. Enfin, tu leur parles, mais ils te répondent pas. Et en fait, ce contact-là, je pense que j'en ai besoin aujourd'hui. Je pense que j'en ai besoin. Je sais pas si c'est si c'est là-dedans que je suis le meilleur. Je suis pas sûr. Mais je pense que je peux apprendre. Je pense que je peux apprendre et je pense que je peux bien me débrouiller. Maintenant, voilà, il faut que je teste ces modèles-là. Je dis pas que c'est les modèles qui m'attirent le plus. Évidemment, moi, j'ai toujours été attiré par les modèles semi-automatiques où toi, tu mets du charbon dans la machine et ensuite la machine tourne toute seule. Je sais très bien qu'avec le high ticket, évidemment, tu peux avoir des équipes qui vont te permettre d'avoir ce modèle semi-automatique. Moi, j'aime bien avoir l'équipe la plus légère possible d'expérience. Comme j'aime bien régulièrement modifier mes systèmes, c'est plus simple d'avoir peu de gens qu'avoir beaucoup de gens. Maintenant, c'est encore en pleine configuration, donc je vais tester avec les méthodes classiques et ensuite je les ferai évoluer pour avoir quelque chose qui me ressemble. trop bien. OK. Bah, au final, c'est assez aligné au final avec tes valeurs profondes puisqu'au final, toi, ce qui te parle, on en reparlera tout à l'heure quand on arrivera sur la thématique de l'essentialisme. Mais toi, c'est vraiment de te concentrer sur l'essentiel, de revenir aussi, aux fondamentaux. Et au final, le high ticket, c'est un petit peu cette application de ce principe, c'est qu'au final, tu as beaucoup moins de clients, tu as moins de produits et en fait, tu as plus d'impact et plus de résultats, mais c'est plus avec moins, en fait. Less is more, quoi. Bah, ça dépend, tu vois? Ça dépend, moi j'ai eu des très, très bons résultats aussi avec les petits produits et c'est toujours le taux horaire qui compte. C'est combien de temps tu mets dans la machine, qu'est-ce que tu en tires? Avec les petits produits, ça m'est arrivé de faire des lancements à 80 000, 100 000 €, pour des produits, créés en 3-4 jours, sans support derrière, sans coaching derrière. Donc, en termes de rentabilité, on peut être très, très intéressant aussi avec les petits produits. Maintenant, c'est sûr que pour un petit créateur ou un créateur qui a pas une grosse audience, c'est plus rentable, je suis d'accord avec toi, c'est plus rentable même en termes de temps, de faire du high ticket.
Mais aujourd'hui, je fonctionne pas forcément. Enfin, j'ai aussi envie d'apprendre des choses, tu vois, et de changer, de bouger. Donc, évidemment, quand tu transformes ce que tu es en train de faire, tu passes par des phases où ton temps je dirais pas qu'il est mal investi, mais où t'as pas un retour sur investissement immédiat, quoi. Donc là, en ce moment, je me forme beaucoup. Je passe des journées entières à travailler là-dessus, à essayer de comprendre ce qui marche, à me former sur le closing, etc. Je vais pas faire le plus gros chiffre avec ma première offre, j'en suis bien conscient, tu vois. Mais je suis en train de développer des compétences qui, j'espère, paieront de dividendes sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un changement profond de mon activité. Et du coup, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens aussi où c'est pas non plus la réponse à tout, le high ticket, parce que ça fonctionne dans certains cas, ça fonctionne pour des petits créateurs, mais dans certains cas aussi, par exemple, tu fais une formation sur le tricot, ça va être difficile de vendre une formation high ticket sur le tricot ou, ça dépend vraiment des thématiques. Donc, il y a pas, une seule réponse universelle Mmh. à toutes les enfin, à tous les blocages. En fait, les petits produits, c'est bien pour, dans certains cas. Le high ticket, c'est bien dans d'autres cas. Je pense que si on devait résumer un peu, ça serait, par exemple, s'il y a une vraie douleur qui est au niveau de la santé ou, bah, on parle souvent des 3 thématiques santé, relations et argent. Ça, c'est plutôt on va dire les grandes thématiques sur lesquelles ça Ouais, je pense que fonctionne bien, je pense que les hobbies, moi j'ai vu des trucs intéressants autour des hobbies en étiquette. Donc ah oui? j'exclurais pas les hobbies du étiquette quand même. Il y a des hobbies pour lesquels les gens sont prêts à s'investir et où les transformations sont importantes aussi pour les gens. Mmh. Tu penses à quoi, par exemple? Le la, mmh, Tu parlais du tricot, bah, je vais pas citer de nom, mais moi je connais des gens dans le tricot, je sais pas si ça rentre dans la catégorie du étiquette, mais en tout cas c'est vraiment pas loin, quoi. Donc, faut pas sous-estimer l'importance des hobbies dans la vie des gens, en fait. Les gens payent très cher, pour faire certains sports, par exemple, pour faire du ski, pour faire du golf, pour faire des sports de voile, de bateau, de voiture. Donc, si les gens payent très cher pour faire ces sports-là, c'est que les gens sont prêts à investir et à s'investir, en termes de temps et financièrement pour ça. Donc il y a toujours, et les gens sont très compétitifs aussi, faut pas l'oublier. Donc ouais, je j'exclurais pas complètement les hobbies. J'ai eu des échos en tout cas de gens qui font des bons chiffres, avec les hobbies. En tout cas, toi, tu es en train de complètement, ouais, revoir ton modèle et tout ça et je voulais voir un petit peu si imaginons on se projette dans le futur. Imaginons Antoine, on est en 2030. Toi, ça serait quoi ton business model idéal? Écoute, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. En fait, en ce moment avec l'IA, enfin, je pense qu'on a du mal à réaliser les choses qui vont changer avec l'IA maintenant, même si on peut, faire des pronostics. Et je pense que l'IA, on fait partie des métiers qui vont être, mais comme beaucoup, beaucoup de métiers, qui vont être profondément transformés par ces technologies-là. Et donc je peux pas dire maintenant qu'est-ce qui va marcher en 2030, qu'est-ce que j'aurais envie de faire en 2030, qu'est-ce que je vais, tu vois? Genre ça d'une semaine sur l'autre, moi je découvre des trucs de fou, tu vois? Là, je me suis créé des petites automatisations qui génèrent du cont des emails et des articles de blog pour moi avec l'IA. J'enregistre un audio sur, une idée que j'ai. Il me génère un article de blog avec mes expressions basées sur ma thématique qui s'adresse à mon audience, qui écrit comme moi. Quand tu commences à avoir des modèles vraiment performants, ça commence à devenir absurde d'écrire. C'est-à-dire que là, j'arrive au stade où je me dis: «Mais pourquoi j'écrirais un email, en fait?» À part pour mon propre plaisir. Mais le plaisir, il est un peu gâché quand tu sais que c'est un truc qui peut être fait en un claquement de doigts. Donc voilà. Donc je me dis: où va être notre attention? Si elle est plus sur l'écriture ou sur l'artisanat autour de la création de contenu? Est-ce qu'il va être autour des idées? Je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus. Est-ce que ça va être autour du présentiel, du coaching direct avec les gens comme on fait dans le high ticket? Le high ticket a un peu plus de longévité, je pense, par rapport au fait que justement on est directement en contact avec les gens. Mais c'est évident que, ça pourrait être très pertinent, par exemple, pour les clients d'avoir un coach qui a accès à ta méthode, à toutes tes méthodes et qui peut, directement répondre aux questions des clients. Donc il y a des choses qui vont changer, quoi. Ouais, j'ai mis ça en place justement, enfin, je suis en train de le mettre en place, d'avoir en fait, enfin, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui veulent même le mettre en place. C'est pas si compliqué que ça. En fait, j'ai pris tous les transcripts de tous mes mon programme et en fait, je les ai mis justement dans Notebook LM, l'IA de Google et en fait, quand tu as un compte payant, tu peux, on va dire, faire en Partager. sorte que les gens voient pas forcément le contenu, mais en fait, OK. on peut poser des questions à ton propre programme. Donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et que je pense que beaucoup de gens pourraient mettre en place. Mmh. Ça permet que n'importe qui a une question, puisse, Ouais. avoir une réponse facilement et rapidement, quoi. Bah, c'est une très bonne idée et je pense qu'il est plus question maintenant de sortir une formation,
sans au moins un transcript que les gens peuvent envoyer à leur IA, quoi. Parce que ça fait gagner tellement de temps pour retrouver une information précise que tu as oubliée, pour vérifier si tu es bien en train d'appliquer, si tu pas en train de si tu pas oublié un truc clé. Donc c'est évident que ça va être des tuteurs qui vont travailler avec nous, quoi. Mais on peut pas, je pense que c'est compliqué de l'ignorer. Et toi, tu devais, parce que je sais qu'avec avec La Forge, tu avais lancé un mastermind. Là, tu as ton SaaS Better Stat, tu as tes petits produits, tu as ton accompagnement peut-être YouTube que tu vas lancer. Dans tout ça, avec l'IA en plus qui va arriver, qui va un peu chambouler tout ça, toi, imaginons si tu essaies de faire un peu des pronostics, tu te verrais aller dans quelle direction eh, par exemple, toi, si tu adores, on va dire, avoir le contact avec les clients, je ne sais pas si ça sera le cas ou pas, mais tu pourrais dire, bon, bah, moi, j'adorerais faire, je sais pas, 5 jours de coaching par semaine, mais peut-être que c'est pas du tout ton cas, parce que c'était pas forcément ça ta vision. Et du coup, tu te verrais, on va dire, recréer une sorte de système où justement, tu peux t'en extraire et on va dire avoir une équipe qui t'aide à gérer ton accompagnement ou ton SaaS qui peut, on va dire, tourner d'une certaine manière. Enfin, je suis curieux de voir un petit peu la direction dans laquelle tu voudrais aller. Hem, Moi, je suis un créateur avant tout, donc moi, ce que j'aime bien, c'est trouver des idées, imaginer des interfaces, essayer de comprendre ce que le marché veut et de le délivrer. Et donc j'essaye d'optimiser mes activités autour de ça. Donc Better Stats aujourd'hui, c'est pas moi qui fais le code, c'est plus moi qui fais le design. J'ai trouvé une UX designeuse qui est très, très compétente. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'insuffle les idées. Je dis: «J'aimerais bien qu'on aille dans cette direction, j'aimerais bien qu'on lance telle fonction». Et ensuite, je transmets ça à mon équipe bosse dessus. C'est un projet très long terme, Better Stats, donc le but ça sera pas rentable avant, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est un projet sur lequel je mets pas énormément de temps, c'est pas mes activités quotidiennes, mais c'est un projet que je continue à faire évoluer et où j'ai de bonnes ambitions quand même pour l'avenir. Je pense qu'on peut faire un truc vraiment bien. Mais on a des problèmes, quelques problèmes techniques, à surmonter sur lesquels on est en train de bosser, et on a quelques fonctions clés qui sont pas encore arrivées. Pour les formations, moi, c'est un peu quand même mon domaine, c'est de trouver des méthodes qui sont plus simples, qui sont plus accessibles, qui sont plus efficaces, et de les proposer à mon audience, et de les packager, de les proposer à mon audience. Ça, je vais continuer à le faire via les petits produits ou via l'accompagnement premium. Et ensuite, c'était quoi les autres trucs? La forge, ça me prend 1 heure par mois maximum, donc c'est tout à fait gérable. Et voilà, encore une fois, quand tu es bien organisé, tu te débrouilles. Et après, gérer les gens, c'est possible aussi, je suis bien accompagné pour ça. Mais moi, le but, c'est que l'automatisation, les équipes, elles m'aident à étendre la portée de ce que je produis, et elles deviennent pas mon travail. C'est-à-dire que j'ai pas envie de passer mes journées à faire de l'automatisation, j'ai pas envie de passer mes journées à gérer ou à former des équipes. C'est pour ça que je veux une petite équipe et que je fais plutôt des automatisations simples. Mais mon but, c'est de rester créateur. C'est-à-dire de pouvoir passer le plus gros de mes journées à lire, à me former, à noter des idées, et à imaginer des systèmes. C'est ça mon kiff, et je veux le faire en ayant un maximum de liberté, un maximum de plaisir. OK. Et dernière petite question pour cette partie-là. Je voulais savoir si tu pouvais parler au Antoine d'il y a 5 ans, celui qui démarrait avec ses petits produits. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je suis pas sûr que je lui dirais quoi que ce soit, parce que, je je pense qu'il faut faire ses bêtises, tu vois, pour apprendre. Je pense que si je venais et je commençais à lui dire des trucs, il flipperait sa race. L'Antoine d'il y a 5 ans, il dirait: «Ouh là là, je veux pas ça, je suis pas encore prêt pour entendre ça», tu vois? J'ai besoin de le découvrir par moi-même. Et en fait, toutes les grandes révélations que j'ai eues, généralement, je les ai eues après une erreur coûteuse, que ce soit un achat inutile, que ce soit un un engagement pris, trop profondément que j'aurais pas dû prendre, que ce soit une mauvaise direction, bref. J'ai besoin de croire que je vais être capable de faire un truc, de me planter, et de réaliser qu'en fait, j'ai besoin d'un peu plus d'humilité, j'ai besoin de me remettre au travail, j'ai besoin d'imaginer quelque chose de mieux, j'ai besoin de, tu vois? Et donc vraiment, hein, je lui dirais, «Change rien, va droit dans le mur, change rien, et tu vas apprendre comme ça». Ouais, grave. Moi, c'est pareil, hein, toutes les plus grosses leçons que j'ai appris de vie ou business ou toutes les thématiques confondues, c'est vraiment quand je me suis pris le mur en pleine face, quoi. Bien sûr. On apprend. Il y avait un auteur qui disait: «On n'apprend pas quand on gagne, on apprend quand on perd». Je trouve que c'est très vrai.
En fait, on veut tous avoir le raccourci magique qui va nous permettre d'avoir des résultats incroyables, la petite pilule magique qui va nous faire, qui va nous transformer. Mais en réalité, même si on a le plan d'action parfait, en fait, forcément, il y a des moments où on va se prendre le mur et c'est ça aussi qui fait grandir et faut pas se dire que ça fait en fait, les erreurs, ça fait partie du parcours et c'est le meilleur truc, en fait. OK, Antoine, je te propose de faire le premier mini-jeu, qui s'appelle ce que Antoine, BM préfère dans la vie. Donc c'est parti. Quel est ton podcast préféré? En ce moment, c'est le Morgan Housel podcast, le gars qui a écrit La psychologie de l'argent. Ouais, c'est un gars qui a écrit un bouquin pour t'expliquer que en fait, les finances, c'était pas une question de maths, c'était une question de psychologie. Et qu'en fait, toutes les mauvaises décisions qu'on prend, c'est juste des biais psychologiques. Et du coup, il a un podcast qui parle de ça et je trouve ça super vrai. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et ça serait quoi ton livre préféré, justement? Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Je l'avais lu au collège, je crois, et ça m'est resté. C'est un petit roman sur la vie de Robinson Crusoe et c'est plein de leçons de vie qui s'appliquent étonnamment bien à mes biais et à mes problèmes. D'accord. Ça serait qui ton youtubeur préféré, Antoine? En ce moment, j'aime beaucoup Altisplay. C'est un youtubeur qui parle de pistes cyclables et d'aménagement urbain. Et je suis un gros autiste des pistes cyclables, du coup, c'est vraiment de l'or en barre pour moi. C'est vrai que t'as un vélo, tu te balades dans Paris avec ton vélo, non? Ouais, je fais tout à vélo. Ta ville préférée, du coup? Bah Paris, parce qu'il y a plein de pistes cyclables maintenant. D'accord. Et ça serait quoi ton outil préféré? Mon outil préféré, ça c'est vraiment pas facile parce que je suis très outil et il y a plein d'outils dont j'aurais du mal à me passer. Je dirais que je travaille constamment avec un outil qui s'appelle MindNode. C'est un outil de mind Ah ouais. mapping et c'est la manière dont mon cerveau fonctionne. Donc merci aux gens qui ont fait ça, quoi. Je l'utilise grâce à toi. Je l'utilise aussi. Ouais, il y a encore plein de formateurs qui font des vieux PowerPoint là et je me dis mais comment vous faites pour travailler avec ça, quoi? Ça serait quoi ton repas préféré? Alors c'est pas facile parce que j'aime bien les repas assez ordinaires, les trucs que je me fais chez moi, quoi, qui sont sains, qui sont simples. Je dirais une assiette de fruits, quoi. Ça c'est mon kiff. Ah oui. Et si tu avais un entrepreneur préféré, ce serait qui? Steve Jobs. J'ai réécouté son discours il y a quelques jours comment ça s'appelle dans l'université de. Je sais plus quelle université. Tu vois de quel discours je parle ou pas? Ouais, bien sûr. Stanford, ouais. Il y avait plusieurs punchlines et plusieurs leçons que d'ailleurs j'ai notées sur mon carnet juste devant moi. La phrase c'est: si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Ah ouais. Et non, mais les punchlines comme ça, et tu peux construire tout un business autour de ces punchlines. Le truc du mur de briques, là, le mur est constitué de briques qui ont été placées là par des humains. Et en fait, tu te rends compte que tu peux sortir la brique et la mettre ailleurs. Et que t'es pas obligé de suivre toutes les règles qui ont été créées par les autres, quoi. À chaque fois, il y a des métaphores qui font mouche. Et ça serait quoi ton sport préféré, Antoine, du coup? La marche. En tant que bon mec chiant, je marche et je mange des fruits, quoi. C'est ma vie. Ok, donc là on va passer aux choses sérieuses. Donc tu préfères quoi entre le podcast Morgan Housel et Vendredi ou la vie sauvage? Franchement, c'est pas facile parce que Vendredi ou la vie sauvage, il y en a qu'un, quoi. J'en écoute pas un toutes les semaines. Mais je pense que Vendredi ou la vie sauvage m'a vraiment marqué, donc je vais le mettre en gagnant. Entre Altisplay et Paris, tu choisirais quoi? Il y aurait pas d'Altis Place en Paris, donc on va mettre Paris. Entre MindNode et l'assiette de fruits, tu choisis quoi? Pouh là là, oh là là, là, ça commence à devenir corsé là. Là, les MindNode. En admettant que je peux avoir des fruits sans assiette, quoi. Ah l'arnaqueur, ok. Et si tu devais choisir entre Steve Jobs et la marche? J'adore Steve Jobs, mais je préfère marcher encore. J'aurais pu me passer de Steve Jobs dans ma vie, la marche, j'aurais du mal. Ok. Du coup, tu préfères Vendredi ou la vie sauvage ou Paris? Paris. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères entre MindNode et la marche? C'est vraiment une question que j'aurais jamais cru qu'on pose un jour, mais la marche. Ok. Et enfin, qu'est-ce que tu préfères, Paris ou la marche? La marche. D'accord. Antoine, ce que tu préfères dans la vie, c'est la marche. Mais franchement, ça me va très très bien. Je finirai ma vie comme ça, si j'ai plus rien, juste je marcherai. On a parlé juste avant de ton évolution dans ton activité. On a fait notre petit jeu sur ce que Antoine BM préfère dans la vie. Et donc, il y a quelque chose que tu n'as pas changé. C'est ta stratégie de contenu et ta philosophie du contenu.
Et depuis toujours, donc il y en a plein qui vont courir après les vues, les abonnés, un peu comme MrBeast. Je sais que tu as un avis un peu tranché sur cette personne-là. Et toi, tu as toujours dit que tu t'en foutais des vues et que tu étais plutôt là pour signer des clients, pour aider les gens, en tout cas pour pas essayer de faire un maximum de vues, mais plutôt pour essayer d'avoir les bonnes personnes qui vont te permettre ensuite de pouvoir. Je peux mettre un petit aparté sur MrBeast. Je n'ai rien contre MrBeast personnellement. Je trouve juste que c'est le pire modèle pour les créateurs de contenu. Je pense qu'aucun créateur de contenu ne devrait chercher à imiter MrBeast. Il devrait chercher à faire exactement l'inverse. Mais je dis pas que c'est une mauvaise personne. Il est très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire être un sportif de haut niveau de YouTube, viser le maximum de vues à tout prix. C'est ça, il le fait très très bien. Bah justement, on va parler peut-être d'un peu du modèle anti-MrBeast parce que toi, tu parles du concept des vidéos moches. Je pense que MrBeast j'allais dire, se retournerait dans sa tombe, mais se, retour- se retournerait dans son lit s'il faisait des vidéos moches. Et du coup, toi, tu produis des vidéos en moins de 2 heures, tu le fais, on va dire, avec ta caméra. Euh, Tu fais pas trop de montage et c'est pas parce que tu as la flemme, mais l'objectif, toi, c'est vraiment de filtrer les viewers et de pas faire justement des vidéos de divertissement, mais plutôt de faire des vidéos qui résolvent des problèmes ou en tout cas qui parlent des problèmes de ta cible. Est-ce que tu peux parler un petit peu, nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une vidéo moche et comment est-ce qu'en fait elle peut attirer des meilleurs clients plutôt que de faire des vidéos de divertissement ou des vidéos ultra chiadées qui vont demander 3 semaines à monter? Ouais, alors le but, c'est pas de faire à tout prix des vidéos moches. C'est pas de dégrader son setup pour avoir la vidéo la plus moche possible ou la plus artisanale possible. Le but, c'est de faire des vidéos. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que les gens ne font plus de vidéos sur YouTube. Les créateurs de contenu n'osent plus faire des vidéos sur YouTube, alors que c'est la meilleure plateforme aujourd'hui pour construire une audience long terme et pour trouver des clients. La meilleure. Instagram est très bien, mais Instagram peut te jeter du jour au lendemain. T'as pas du tout la stabilité que sur Instagram que tu as sur YouTube, et surtout sur Instagram, c'est une arène, tout le monde poste sur Instagram. Ma mère poste sur Instagram désormais. Donc ça y est, tout le monde, tout le monde officiellement poste sur Instagram. Si ma mère poste sur Instagram, une des dernières réfractaires. Et en fait, personne poste sur YouTube, très peu de gens postent sur YouTube. Donc il y a beaucoup moins de concurrence. Et en fait, les gens ne postent pas sur YouTube, j'ai remarqué en discutant avec mon audience, parce qu'ils sont intimidés par YouTube. Parce qu'ils se disent, ok, je passe 4 heures pour faire un Reels de 1 minute, qu'est-ce qui va se passer si je dois faire une vidéo de 35 minutes? Combien d'heures je vais passer dessus? Donc ça fait très peur. On suit des gens comme Squeezie qui ont des budgets de 500 000 euros pour chaque vidéo. Et on se dit, ok, moi j'ai même pas un monteur, comment je vais faire? Et je pense qu'en fait, c'est une grosse erreur parce que YouTube te donne les mauvais chiffres. C'est-à-dire que YouTube va te dire, ok, ta vidéo, 10 sur 10, mauvais départ, 10 sur 10. Donc en gros, à chaque fois que tu sors une vidéo, YouTube te donne un petit classement sur 10 de le 1, c'est la meilleure sur les 10 dernières vidéos, celle qui a les meilleures performances, et le 10, c'est la pire. Et en fait, ces vidéos 10 sur 10, ces vidéos moches, ces vidéos où tu vas parler d'un sujet de niche qui va intéresser qu'une petite frange de ton audience et où tu vas le faire dans un format qui est un petit peu ennuyant, elles vont toujours avoir des mauvaises performances au début. C'est normal. La plus grosse partie de ton audience, c'est des gens qui te suivent de loin, c'est pas forcément les gens qui achètent tes produits, ils sont pas forcément intéressés par ce sujet-là maintenant. Donc ils voient que tu postes ça, c'est pas le truc le plus excitant aujourd'hui, ils vont pas cliquer dessus. Et ben souvent ces vidéos, c'est non seulement des vidéos qui vont bien performer sur le long terme en termes de vues, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui vont se référencer sur des mots-clés, sur des recherches, et qui vont commencer à monter petit à petit dans l'algorithme, parfois après 6 mois, parfois après plus d'un an. Moi, ça m'arrive très souvent que ce soit des vidéos qui ont plus d'un an qui commencent à décoller. Donc non seulement elles vont bien marcher en termes de vues, mais en plus, c'est les vidéos qui vont t'apporter les plus gros clients. Et ça, je le sais parce que je l'ai testé. On avait mis en place avec mon collaborateur Félix un système qui permettait de savoir exactement combien avaient dépensé dans les mois qui suivent les gens qui s'étaient inscrits via une vidéo. Et donc on avait chaque vidéo et on avait à côté le montant qui avait été dépensé et qui se mettait à jour à chaque nouvelle vente. Et en fait, je me suis aperçu que mes vidéos que je considérais comme des échecs, mes vidéos moches, mes vidéos qui étaient un peu faites à l'arrache, avec un montage assez minimaliste, assez simple, avec un cadrage qui était pas ouf et qui parlait d'un sujet très précis qui avait complètement bidé à leur lancement, étaient devenues des vidéos que j'appelle des vidéos dividendes, c'est-à-dire des vidéos qui payent des dividendes pendant des années. Donc elles continuent à générer des inscrits pendant des années. Ces inscrits sont ceux qui payent le plus ou qui dépensent le plus ou qui achètent le plus de produits parce que c'est des gens qui ont un problème urgent, douloureux à résoudre. Et en fait, c'est ces vidéos qu'il faut faire. Et je me suis dit à partir de ça, ok, j'ai une formation à créer là-dessus. J'ai créé la formation vidéo moche. Elle a bien marché, beaucoup de gens l'ont suivi. Et je pense que le but, c'est surtout de se dire, mais faites des vidéos YouTube en fait. Faites juste des vidéos YouTube. Et la technique, tout ça, vous apprendrez sur le tard, c'est pas un problème. Moi, je faisais des vidéos YouTube
en 2011 avec la webcam de mon MacBook Air de l'époque en 480p posée en équilibre sur une pile de casseroles dans ma cuisine. C'était la catastrophe, mais je faisais des vidéos. Et je pense que les gens doivent faire des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça le concept des vidéos moches. Ce qui m'intéresse, je suis curieux de savoir le système que tu as mis en place par rapport au fait de traquer les vues, enfin le fait que des vues se transforment en clients. Est-ce que comment tu l'as fait concrètement? Est-ce que c'est difficile à refaire ou pas? Oui, faut avoir un gros geek de Zapier sous la main. Moi, j'avais de la chance, j'en avais un. Maintenant, ouais, tu peux le faire avec des outils très chers comme Heroes, sinon. Et en fait, le problème, c'est que ça dépend des outils que tu utilises. Faut que ce soit du sur-mesure, parce que tu vois, il faut que ça dépend de l'outil de list email que tu utilises, de la plateforme de vente que tu utilises. Donc bon, c'est des outils qui sont utiles à un moment, tu vois, pour avoir les datas. Après, une fois que tu as les datas, moi, je pense pas que tout le monde a besoin d'outils comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les datas, et moi j'ai les datas, ok, des vidéos de niche sur ta thématique, en comment c'est les vidéos qui vont te rapporter le plus d'argent, bon bah faites-moi confiance, j'ai envie de te dire, tu vois. Genre, ça marche, je l'ai testé sur des dizaines et des dizaines de vidéos, et systématiquement, c'est ces vidéos qui font le plus d'argent. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de type de vidéo. Par exemple, mes vlogs ne génèrent pas beaucoup d'inscrits, et ça génère pas de ventes qui viennent directement des vlogs. Mais c'est normal, les vlogs n'attirent pas une nouvelle audience. Par contre, les vlogs, bah, c'est du fan service. C'est les gens qui aiment bien ce que tu fais, qui aiment bien ta philosophie de vie. Bah, ils kiffent de te voir un peu dans ton quotidien, comment tu t'organises, comment tu travailles. Et en fait, les gens adorent les vlogs. Donc, il faut faire des vlogs juste parce que les gens adorent ça. En fait, il faut comprendre à quoi servent chaque vidéo. Les vidéos tutoriels, c'est de l'acquisition. Les vlogs, c'est parce que les gens adorent ça. C'est pour être sympa. Les vidéos opinions, c'est pour te positionner, te différencier de tes concurrents. Et faire un peu de buzz parfois, parce que c'est des vidéos qui peuvent très très bien buzzer sur les premiers jours pour le coup, même si elles vont pas marcher sur le long terme. Donc il faut comprendre en fait à quoi à quoi sert chaque vidéo, et ensuite alterner entre les formats qui nous plaisent et qui sont utiles. Mais ouais, les vidéos moches, c'est un format qui marche bien. D'accord. Et toi, justement, dans cette stratégie de contenu, est-ce que tu fais volontairement, tu te dis, bon, bah voilà, je vais faire deux vidéos moches, une vidéo opinion, une vidéo machin, ou c'est plutôt, on va dire, en fonction de tes. Chaque semaine où je crée du contenu, donc une semaine par mois, je fais 4 vidéos. J'essaye d'avoir un peu de tout. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir au moins une vidéo comment, même si c'est loin d'être les vidéos les plus fun à faire pour moi, mais c'est des vidéos qui sont pas très difficiles à faire. Donc, au moins une vidéo comment, si possible deux. Une vidéo plus opinion, qui va bien marcher généralement sur le court terme, que les gens aiment bien. Et la dernière, ça va être un peu au feeling. Parfois, ça va juste je vais partager un truc que j'aime bien, ou alors je fais un vlog de ma semaine. J'ai eu la même expérience que toi dans le sens où j'avais créé une école de musique en ligne et j'avais fait beaucoup de vues. En fait, avec cette école de musique, j'avais fait au moins 14 millions de vues. Et j'ai bien vu qu'en fait, les vues, c'est ça, ça n'avait absolument mais rien à voir entre. En fait, je pensais que quand ma chaîne YouTube elle allait exploser, ça allait me permettre de pouvoir avoir énormément de clients. Et en fait, j'ai explosé, mais c'était surtout avec des vidéos courtes. Enfin, il y a des vidéos longues aussi qui ont bien fonctionné derrière. Mais j'ai bien vu qu'en fait, ça a pas du tout enfin, je pensais que les clients allaient exploser au même niveau que le nombre de vues. Mais en fait, c'était complètement décorrélé. Et aujourd'hui, je vois bien que je fais des vidéos qui font 15 vues et enfin, littéralement, j'ai plein de vidéos qui font moins de 100 vues, mais qui me rapportent, 10 clients, quoi, en fait. Mais j'aurais bien aimé mesurer comme toi, en fait. J'aurais bien aimé pouvoir voir, de quelle vidéo je viens. Mais après, c'est Ouais. du bon sens aussi, tu vois? C'est du bon sens. Tu sais pourquoi les gens, enfin, beaucoup de créateurs Instagram se retrouvent piégés dans l'algorithme et la course aux vues, et ils se rendent compte que, en fait, quand ils font des vidéos marrantes, par exemple, ou quand ils font des petits sketchs, ou quand ils font des vidéos un peu polémiques, ah là, ça va faire des vues, ça va marcher et tout. Ils se retrouvent à faire que ça. Et en fait, enfin, moi, la plupart je connais quand même pas mal de gros créateurs Instagram, des créateurs à plus d'1 million d'abonnés. La plupart gagnent à peine de quoi payer leur loyer. C'est quelques placements de produits par-ci par-là, quelques collaborations, et puis c'est réglé, quoi. Et ils vendent pas de formation, ils vendent pas de produits. Quand ils essaient de vendre une formation, souvent c'est une cata, parce que leur audience s'y attend pas du tout. Et voilà, c'est pas du tout, en effet, c'est pas du tout proportionnel. Donc, donc il faut comprendre ça, et il faut comprendre aussi un truc, c'est se poser la question de pourquoi tu optimises. Par exemple, à Hollywood, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est pas les acteurs. Ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est les producteurs. Les acteurs ils optimisent pour la célébrité. C'est eux qui sont les plus connus. Les producteurs sont absolument pas connus. Et en fait, les producteurs se servent des acteurs pour gagner plus d'argent, et les acteurs se servent des producteurs pour obtenir plus de célébrité. Mais chacun optimise pour l'un ou pour l'autre. Ça veut pas dire que les acteurs gagnent pas d'argent, mais ils pourront en gagner plus en étant moins connus.
Et en fait, c'est un peu pareil pour les créateurs de contenu. Il y en a qui optimisent 100% pour la célébrité, qui n'ont pas une thune, mais qui sont très connus. Il y en a qui optimisent 100% pour l'argent, des petits créateurs à étiquette que personne connaît, mais qui font un max de pubs et qui ont un système de vente extrêmement élaboré et qui font des millions. Et puis il y en a qui font un peu des deux. Et je pense que il faut choisir. Et en fait, faire un peu des deux, c'est bien aussi, parce que faire un peu des deux, c'est sympa en fait d'avoir un peu de notoriété aussi. On va pas se mentir, ça apporte plein de bonnes choses dans la vie. Tu te fais inviter à plein de trucs cool, tu rencontres plein de gens intéressants, les gens, tu as des gens qui te remarquent dans la rue, qui disent bonjour, c'est agréable. Et ça te débloque, ça t'ouvre des portes aussi. Donc moi je trouve que moi j'optimise un peu pour les deux. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être monsieur nobody, que personne me connaisse et juste de gagner de l'argent dans mon coin. J'apprécie d'avoir de l'influence dans mon domaine, dans ma thématique et sur la culture de ma thématique, mais j'ai pas envie de vendre ma tête pour 3 euros, quoi. J'ai quand même envie de bien gagner ma vie, d'être confortable, etc. Mais il faut savoir pourquoi tu optimises. Et c'est important de savoir pourquoi tu optimises. Parce que les réseaux sociaux vont te donner une seule data, c'est la notoriété. Ils vont dire si tu fais des vues, si ça marche. Ils vont jamais te donner les datas sur la qualité de ton business et de ton taux de conversion. Donc, comme on a énormément de statistiques extrêmement détaillées et précises sur YouTube Studio, par exemple, on peut vite se laisser tenter par optimiser pour ces statistiques-là, en oubliant nos statistiques privées à nous, qui sont moches parce qu'elles sont sur un vieux tableur Excel, sauf si vous utilisez Better Stats. Et nos statistiques à nous, bah, c'est évidemment le chiffre d'affaires, le revenu par client, c'est ce genre de choses, tu vois. Puis en plus, on nous a vendu un peu le rêve de en mode il faut faire plein de vues, et cetera. Donc en fait, on est tellement, on voit tellement ça partout en fait. Oui, faire des vues, machin, être un influenceur, et cetera. Qu'en fait, ça nous a un peu brainwash et on pense que c'est Mmh. quand on est vraiment débutant, on imagine que c'est la seule manière de pouvoir réussir en ligne en fait. Mais rencontrer, moi je dis aux gens, rencontrer des influenceurs pour voir comme ils ont une vie pas ouf, quoi. Il y en a qui kiffent, hein, il y en a qui kiffent et il y en a, ils ont vraiment choisi le meilleur plan de vie pour eux. Mais quand même, beaucoup, c'est des gens qui ont besoin d'être aimés, qui essayent de faire des vues parce que ça leur donne le sentiment d'être aimés, qui supportent très mal la critique, qui en reçoivent beaucoup parce qu'ils font beaucoup de vues, qui sont sans arrêt dans un état émotionnel instable et en plus qui sont en insécurité financière. Donc c'est Ouais. pas un modèle de rêve. Moi, je trouve qu'il y a un juste niveau de notoriété. Pour moi, le bon niveau de notoriété, c'est la notoriété de niche. Tu es connu et respecté dans ta niche. Donc les gens qui viennent te voir dans la rue, ils disent pas «Ah, trop drôle, j'ai vu ta tête, c'était marrant», tu vois? Ils savent qui t'es, ils connaissent ton nom, ils savent ce que tu fais. Souvent, ils ont un projet, c'est des gens avec qui tu peux discuter, ils sont intéressants, ils sont cultivés. C'est cette notoriété, moi, que je veux, tu vois? Je veux pas la notoriété de masse où tu dois, mettre une capuche et baisser la tête quand tu passes devant un collège, quoi. Ça, c'est pas facile, tu vois? C'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, mais voilà, c'est pas enviable, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Et si tu devais faire une mini masterclass en 3 ou 5 points pour les gens qui nous suivent, comment avoir cette notoriété-là, mais une notoriété de niche? Ça serait quoi pour toi, les piliers, pour pouvoir acquérir cette notoriété sans forcément devenir, un influenceur MrBeast? Créer du contenu de niche, tout simplement. Créer un maximum de contenu de niche, de qualité, créer avec le cœur. Ne pas chercher non plus à tout mesurer parce que encore une fois, on a dit pourquoi tu optimises. Si tu optimises pour l'argent et que tu mesures tout en fonction de l'argent, bah, en fait, tu vas faire que de la pub, parce que, les contenus, bon, bah, tu peux avoir l'impression que tu perds un peu ton temps sur le court terme et cetera. Le contenu, tu crées ton image, tu construis ton branding, tu construis ta marque, ton image de marque. C'est ce qui fait que les gens, des années plus tard, vont dire, «Mec, c'est grâce à toi que je me suis lancé». Moi, j'ai des gens parfois qui viennent me dire: «Mec, je t'ai découvert avec la vidéo sur les meilleures micro-cravates pour les youtubeurs que tu as fait en 2015 et ça a été, et ça m'a aidé à me lancer. C'est des outils que j'ai utilisés» et cetera, tu vois? Hem Ça, je trouve que c'est satisfaisant et évidemment, c'est aussi des vidéos qui t'attirent des clients. Donc, faut pas forcément chercher à tout mesurer, je pense, parce que si tu mesures tout, voilà, tu vas finir par optimiser pour un truc ou pour l'autre, mais pas pour les 2. Et il faut créer un maximum de contenu de qualité, dans ta niche. C'est pas Je réinvente pas la roue en disant ça, mais je pense que on est vite pris par l'algorithme Insta, essayer de suivre des trends et tout. Suivre une trend, c'est pas un contenu de qualité. Faire 4 millions de vues parce que tu as fait un truc un peu marrant sur une trend dans ta thématique, c'est pas un contenu de qualité. C'est pas ça qui va te rendre, qui va construire ta marque, te rendre mémorable. Et créer une connexion émotionnelle avec les gens. Tu vas créer une connexion émotionnelle avec les gens quand les gens t'associent à une période de leur vie pendant laquelle ils ont été dans une phase de transformation. Ils sont formés avec toi, tu les as appris, tu les as mentorés, tu les as tirés vers le haut en prenant du temps à leur expliquer des trucs, même si c'est pour 300 personnes. Tu as pris le temps pour le faire, tu vois? Ça a de la valeur et je pense que c'est une bonne manière de se créer une notoriété de niche et une bonne notoriété, c'est-à-dire les gens savent qui tu es
et les gens apprécient ce que tu fais. Toi, justement, on a parlé au début de l'épisode que tu étais en train de changer un peu de système, mais aujourd'hui, c'est quoi, si tu veux expliquer un peu ton système pour justement transformer les viewers YouTube vers ton écosystème pour qu'ils deviennent clients dans les grandes lignes? Moi, j'ai le système le plus simple du monde. J'ai pas de tunnel de vente. Moi, les gens s'inscrivent à ma liste email en échange d'un lead magnet, donc le truc qu'on faisait déjà en 2010, quoi. Ça marche toujours. Il faut pas chercher forcément à créer des lead magnets qui convertissent un maximum parce que tu vas avoir beaucoup de prospects peu qualifiés. Faut créer les bons lead magnets, c'est-à-dire les lead magnets qui correspondent aux besoins que tu vas répondre ensuite dans tes produits. Donc c'est pas grave si t'as pas énormément d'inscrits, l'important c'est d'avoir les bons inscrits. Donc j'essaie d'avoir un lead magnet dans chacune de mes vidéos, en tout cas dans au moins 80% de mes vidéos. Ces lead magnets, ça va être des petits guides PDF, des petites automatisations, des petites listes un peu croustillantes que les gens veulent obtenir, qui vont être contextuelles si possible avec la vidéo. Donc j'en ai une quinzaine que j'utilise en rotation et de temps en temps j'en crée des nouveaux. Donc ça peut être par exemple des résumés de vidéos. Aujourd'hui avec l'IA on peut le faire très facilement. Alors il suffit pas d'envoyer juste le transcript de sa vidéo à une random IA, mais il faut le prompter un peu, lui envoyer des documents de ton style d'écriture, etc. Ensuite reprendre le truc. Voilà, si c'est juste de la bouillie d'IA, ça va être dégueulasse et les gens vont pas le lire. Mais l'IA en effet peut te permettre de faire des lead magnets très rapidement. Mais ce qui marche le mieux, si tu veux, c'est contenu 1, contenu 2. Donc tu as un contenu 1 et tu donnes accès à un deuxième contenu qui est contextuel à ce contenu 1, qui est un peu la suite logique du contenu 1. Ça va très bien marcher, mais tu n'as pas toujours ça sous la main et tu vas pas forcément te créer un nouveau lead magnet pour chaque vidéo. Donc ça, c'est comme ça que je capture des emails. Ensuite, j'ai une liste email sans séquence. Donc c'est simplement des emails que j'envoie ponctuellement avec du contenu, des idées et des offres. Et les gens achètent ou pas les offres. C'est pas du tout le modèle le plus efficace si on veut vraiment avoir un tunnel de conversion extrêmement optimisé. Mais c'est un modèle qui est très très simple et qui marche pour moi depuis des années. Donc je fais des lancements en direct, je fais des relancements en direct, je fais des offres, des promos, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Alors, je sais qu'il y a méga longtemps, il y a plusieurs années, tu en avais parlé justement de cette méthode, en 2 étapes, dans une vidéo. Enfin, tu as dû en parler à plusieurs endroits. Est-ce que tu peux la détailler un petit peu plus en profondeur pour que les gens comprennent bien à quoi ça correspond, le fait de faire en 2 parties, pour avoir le lead magnet après pour capturer des emails? Par exemple, tu as une vidéo qui s'appelle comment créer une formation en ligne. OK, bonne vidéo en comment de 35 minutes qui explique chaque étape, qui va attirer typiquement une audience très qualifiée, pour moi en tout cas, pour les produits que je vends. Et tu vas avoir une deuxième vidéo qui va être sur une plateforme privée, qui va t'expliquer concrètement quels outils utiliser ou alors comment créer une page de vente. Bon, bah si tu crées ta formation, il y a un moment tu vas devoir la vendre, tu vois. Donc tu vas suivre la vidéo et à la fin de la vidéo, tu vas dire mince, il manque l'étape vente, je vais laisser mon mail, comme ça j'ai accès à la deuxième vidéo. Ça peut être une deuxième vidéo, ça peut aussi être un petit plan d'action, une checklist. Checklist très efficace, rapide à faire, une checklist qui va permettre aux gens d'être sûrs de rien oublier. Ça peut être un très bon deuxième contenu aussi. Je pense là, tu vois, ça me donne une idée, mais ça donne envie de créer un prompt. Pour ceux qui veulent le faire, vous pourrez le faire, mais ça donne envie de créer un prompt. Genre, tu fais ta vidéo et tu dis c'est quoi le prochain problème que la personne veut résoudre. Et en fait, tu crées un lead magnet sur le prochain problème que la personne doit résoudre après ta vidéo, en fait. Et toi, du coup, donc là, en ce moment, tu fais des semaines vidéo. Donc, ça ressemble à quoi, par exemple, une semaine vidéo ou comment tu t'organises concrètement par exemple, là, on va dire la semaine prochaine, tu commences ta semaine, tu sais que c'est ta semaine où tu vas tourner des vidéos. Comment ça se passe à partir du moment où tu vas passer de ton idée à la publication? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles tu vas passer? Alors déjà, un peu avant, donc le dimanche ou le vendredi de la semaine précédente, je vais prévoir les contenus que je vais créer chaque jour. Donc ce que je vais faire, c'est que les idées, je les ai déjà notées généralement. J'ai un Trello dans lequel je note toutes mes idées de contenu. Je vais prendre les idées qui m'inspirent un peu, je vais essayer d'avoir un mix à peu près équilibré et je vais les dispatcher sur chaque jour de la semaine. Donc ça, c'est la première étape et ensuite, chaque jour, je vais prendre ma vidéo du jour. Donc par exemple, la semaine dernière, j'avais une vidéo qui était le comparatif des plateformes. Donc je comparais Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn. Et je me pose la question, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo? Je complète un peu la fiche Trello. Je trouve aussi 3 titres différents, 3 miniatures différentes, 3 idées de miniatures différentes, l'un ou l'autre, ou les deux. Parce que maintenant, on peut faire des A/B tests sur YouTube. Donc moi, j'ai des grosses différences entre les titres qui marchent bien et les titres qui marchent pas. Et pareil pour les miniatures. Donc je fais des A/B Les tests. titres et les miniatures, du coup? Maintenant, on peut Tu fais des tester les deux, tests? ouais. Au départ, on pouvait faire que les miniatures. Maintenant, on peut tester
juste les titres, juste les miniatures ou des 3 combos titres miniatures. À chaque fois, tu peux en tester 3. J'ai essayé de tester les combos. Alors là, tu peux avoir des très très grosses différences. Le problème des combos, c'est que tu sais pas vraiment qu'est-ce qui a marché, si c'est le titre ou la miniature. Donc tu as des grosses différences, c'est très efficace, mais tu as moins de data utile pour apprendre. Donc ce qui marche le mieux, c'est de tester pour avoir de la data utile, c'est d'abord de tester les titres et ensuite de tester les miniatures. Donc une fois qu'il a un titre gagnant, ok, tu le valides et maintenant tu testes trois miniatures différentes. Donc ça demande de revenir dessus, c'est un peu relou, machin, mais là au moins t'as de la data. Donc généralement je fais ça. Je commence par le titre miniature et ensuite je déroule la vidéo. Je me fais un plan souvent sur une mind map, puis je pose mon téléphone devant une fenêtre, je me mets devant mon téléphone, je mets ma mind map sur un iPad et j'improvise. Enfin, j'improvise en me basant sur la mind map. Je scripte pas les vidéos. Ça prend quoi? Ça prend généralement 40 minutes de tournage pour une vidéo de 20 minutes parce que je fais des blancs quand je sais pas quoi dire, je m'arrête de parler. Ensuite, j'envoie à mon monteur. Avec un petit raccourci, j'appuie sur un bouton, j'entre le titre, j'entre une petite description, le lead magnet, et j'envoie les fichiers sur Google Drive et tout se fait de manière assez fluide. J'envoie tout ça au monteur. Le monteur reprend la vidéo, il va la passer sur un outil qui s'appelle Recut qui permet de couper automatiquement tous les blancs, donc tous les moments où je parle pas. Comme j'ai monté la vidéo en pensant à ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et ensuite, il va ajouter ce que je déteste faire. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai un monteur, c'est ajouter des incrustations, donc ajouter des images d'illustration. Ça, c'est le truc le plus chiant du monde, je trouve. Et c'est pour ça que je monte pas. S'il n'y avait pas besoin de faire ça, je monterais mes vidéos moi-même avec Recut, je pense. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un monteur. Et il m'envoie la vidéo une semaine plus tard et je la programme. D'accord. OK. Et il te l'envoie déjà monté, en fait? Il te l'envoie déjà Ouais. monté? Ouais. Parfois, il me la met sur frame pour que je fasse des corrections. Ça dépend. Une fois qu'on est bien rodé, il n'y a plus besoin de frame Moi, généralement. en fait, je faisais ça avant, mais j'ai juste, rajouté une autre petite étape. Tu sais, genre, je fais le montage sur, Final Cut et en fait, il m'envoie le fichier Final Cut et comme ça, s'il y a des dernières petites modifications, c'est plus simple de moi-même les faire en 2 secondes plutôt que de C'est une très bonne idée. Moi, je faisais l'inverse à un moment, c'est-à-dire que c'était moi qui faisais un pré-montage, parce qu'il y avait des trucs que je voulais couper et je voulais pas qu'elle le voie, tu vois? Genre quand je m'énerve, tu vois? Parce qu'il y a un passant qui parle un peu trop fort mec, sur le truc. tout à l'heure, je parlais de vidéo, genre, j'avais ma bouteille d'eau, je l'ai renversée sur le Ouais. bureau. J'ai fait: «Putain!» et tout et après je dis: «Oh, je suis désolé, mais c'est pas grave, moi, mon monteur, il me connaît, il voit il voit Ouais. tout maintenant». Bah, Il faut avoir un bon monteur, qui te connaît bien et qui sait comment tu fonctionnes, et parce qu'il y a aussi des trucs, parfois je le dis dans ma vidéo et après je regarde la vidéo et je dis: «Non mais tu peux pas dire ça, enfin, tu passes pour un connard si tu dis ça, faut que tu supprimes ça», et ça le monteur, pas sûr qu'il le il peut se dire: «OK, c'est un choix délibéré de l'avoir dit», tu vois? Mais non, c'est juste un truc qui m'est passé par la tête et j'ai pas envie, en fait, que ce soit dans la vidéo au final. Mais bon, ça, tu peux toujours faire du feedback et en effet, c'est une très bonne idée de récupérer le fichier Final Cut. c'est, Ali Abdaal qui faisait ça, en fait, parce qu'il disait que, bah, justement, il est un peu perfectionniste et du coup, bah, tu fais le gros du travail, il t'envoie le fichier et hop, tu vois, dans le pire des cas, après, tu as juste à l'uploader et ça te prend, 10 minutes, mais au moins, tu peux, on va dire, modifier le truc. Sinon, si tu dois repasser Ouais, dans, ouais, ça fait encore comme des dans un livre. allers-retours et tout. Mmh. Ah ouais, enfin, des fois, tu dis: «Bon, c'est bon, là, il y a juste, 3 secondes à modifier, c'est bon, j'ai la flemme, je vais pas lui faire Ouais. un message pour ça». Alors qu'en fait, ça te frustre des fois d'avoir ce petit truc-là. Et juste sur tes idées de vidéos, toi, tu sais quoi ton processus? Ou toi, est-ce que tu as une manière de trouver des idées ou c'est plutôt au feeling que tu les trouves? C'est beaucoup au feeling, en fait, j'ai un peu un process anarchique, hein, donc j'ai des idées qui me viennent, j'ai un petit raccourci sur mon téléphone, j'appuie sur un bouton, je note l'idée, elle est ajoutée à mon Trello. J'ai des moments où j'ai beaucoup d'idées, des moments où j'en ai pas beaucoup. Quand j'arrive à court d'idées, alors quand tu lis, généralement, tu arrives jamais vraiment à court d'idées parce que tu lis des articles, des newsletters, des livres, ça stimule, la créativité. Tu trouves au moins, enfin, tu vois, 4 idées par mois, je pense que ça va quoi, on peut le faire, et les reels, je vais reprendre les idées des vidéos YouTube, donc j'ai vraiment besoin de trouver 4 idées par mois pour mes vidéos YouTube. Donc c'est pas vraiment un problème. Après, je me base aussi, alors il y a des idées qui viennent spontanément, genre les vidéos opinions, ça me vient facilement. Par contre, il y a des idées qui viennent moins spontanément, par exemple pour les vidéos comment, pour les vidéos tutoriels. Ça c'est plus, bah OK, qu'est-ce que j'ai pas encore fait en fait? Et pour ça, je vais plus creuser, tu vois? Je vais me faire des mind maps, par exemple, avec, toutes les thématiques et les sous-thématiques de ma niche, et jusqu'à trouver des trucs où je me dis: «OK, ça ferait un bon tutoriel, ça c'est important et cetera, ça j'ai pas encore fait». Donc par exemple, je sais pas, comment trouver le meilleur micro pour YouTube, comment bien éclairer une vidéo, comment, créer une formation et cetera. Et je vais essayer de couvrir un peu tout et je vais aussi voir un peu ce que les gens ont besoin en discutant avec des clients, en regardant les commentaires, en regardant ce qui marche.
Parfois, je vais reprendre aussi un tuto que j'ai fait, par exemple, il y a 8 ans, qui avait très bien marché il y a 8 ans, mais qui maintenant fait plus de vues parce qu'il est périmé. Je vais le refaire. Par exemple, comment trouver des musiques libres pour YouTube. J'en avais fait un il y a 8 ans qui avait cartonné. Là, il était arrivé vraiment au bout de sa durée de vie. Je l'ai refait, gros bid au lancement, et maintenant c'est en train de faire une exponentielle magnifique parce qu'en fait personne fait ce genre de vidéo parce que ça fait chier les gens, parce que les gens ont l'impression que ça sert à rien, alors qu'en fait c'est des vidéos très utiles, tu vois. Donc voilà, ça fonctionne comme ça, et les idées me viennent parfois spontanément. Et il y a un nouvel outil aussi sur YouTube que je t'invite à tester si tu l'as pas encore fait. C'est un outil qui permet de générer des idées par IA basées sur ta niche et ce que tu as déjà publié. Et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que YouTube, en fait, a des datas que toi, tu pourras jamais avoir. C'est-à-dire que YouTube sait quelle vidéo va marcher parce qu'il a des datas sur toutes ses vidéos, tu vois, sur des milliards de contenus. Et en fait, il me sort des idées de vidéos où je me dis, putain, c'est vrai que ça va marcher. Ça veut pas dire qu'il faut que je les fasse, tu vois. Genre, j'ai beaucoup de vidéos du type pourquoi j'ai décidé de vivre à Paris après avoir voyagé pendant 10 ans, ou alors au contraire, pourquoi faut-il s'expatrier. Ça, c'est des sujets qui marchent très bien, tu vois. Tout ce qui est autour de la fiscalité, de l'expatriation, ça marche très bien. Mais c'est des vidéos qui vont marcher si je les fais, mais est-ce qu'elles vont m'apporter des clients? Pas sûr, c'est pas ma mathématique, tu vois? C'est quoi le nom de l'outil? Honnêtement, je m'en souviens plus, tu vas dans le YouTube Studio sur l'ordinateur, je crois que tu vas dans Contenu, et là tu regardes la barre tout en haut, et tu as un nouvel onglet qui est idées de contenu ou un truc comme ça. Ah d'accord, OK, donc c'est intégré à YouTube. Il te donne 3 idées à chaque fois et tu as juste à rafraîchir la page, 3 nouvelles idées, 3 à l'infini, tu peux le faire à l'infini. D'accord. OK. Et t'as rien à faire, tu pas de prompt à donner ni rien, juste il se base sur tes vidéos qui ont bien marché, les autres vidéos qui marchent bien, et c'est à tester quand même, c'est à tester, hein. Il y a des pépites intéressantes. Il va jamais te donner des tutoriels parce qu'encore une fois YouTube ça l'intéresse pas les tutoriels, lui il voit que le court terme, mais donc les tutoriels continue à les faire et pense long terme, mais il va te donner des vidéos un peu, tu vois, un peu opinion et tout croustillantes, qui peuvent bien marcher, tout de suite, quoi. D'accord, OK. Intéressant, je vais regarder. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné l'idée. J'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle J'en ai marre de la productivité à l'américaine ou un truc comme ça. C'est une vidéo qui a fait 20 000 vues, donc c'est bien Ouais. pour moi. C'est ce qui a bien marché. J'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions positives. Et je crois que c'est YouTube qui me l'a donné cette idée-là, tu vois. Après, évidemment, j'ai développé. Alors, il te fait aussi le plan et tout, mais ça, c'est une cata. Faut pas regarder parce que pour le coup, non, ça marche pas. Mais les idées, par contre, elles sont bien. Il y a des bonnes idées, donc à tester. Donc il t'a donné l'angle, mais il t'a pas donné le titre. Il t'a donné la direction. Il donne le titre. Il donne le titre. Il génère aussi une espèce d'image, d'illustration, une espèce de miniature, mais vraiment, je pense qu'il utilise le modèle le plus bas de gamme du marché. Ça ressemble vraiment à rien pour l'instant. Je pense que bientôt, il donnera des bons petites miniatures avec la miniature que tu peux télécharger directement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Je donne une petite méthode, mais ça peut intéresser ceux qui ont des accompagnements. Mais moi, la méthode pour trouver des idées, c'est hyper simple parce que j'ai pas trop d'idées des fois de vidéos. Et en fait, quand tu fais des coachings avec tes clients, bah, en fait, enfin, tu vois, comme je fais tu vois, j'ai des coachings de groupe et tout ça. En fait, j'ai juste à prendre même le transcript ou de l'appel. Je dis, bah, moi, 5 idées de vidéos. Et par exemple, la semaine dernière, tout à l'heure, on parlait de lead magnet. J'ai fait une vidéo, comment créer un lead magnet qui convertit. Bah, en fait, la semaine dernière, en coaching, on m'a dit, bah voilà, comment est-ce qu'on fait un lead magnet? Bim, je reprends les mêmes idées. Après, ça me refait l'outline et en 2 secondes, j'ai ma vidéo, quoi. Mais non, mais c'est vrai que si tu fais du coaching, enfin, c'est bon, tu sais exactement ce que les gens veulent, en fait. Et il y a des trucs qui nous passent au-dessus de la tête parce que nous, on le fait depuis des années, tu vois? Genre les lead magnets typiquement, mais en fait, il y a des gens pour qui mais c'est quoi, en fait? Genre sur quel, outil j'utilise pour faire ça? Genre comment je fais concrètement, quoi? Et en fait, ça, le comment je fais concrètement, c'est un truc qui passe beaucoup au-dessus de la tête des experts, et en fait, on l'oublie trop. Et le fait de faire du coaching, je pense qu'en effet, ça te rappelle, en fait, les trucs de base concrets que les gens savent pas faire. Il faut s'abaisser à ça. Il y a des gens: «Non, moi je veux pas, je fais de la grande idée, moi je suis un grand entrepreneur, je gagne beaucoup d'argent, donc je parle que des grandes idées». Non, 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 non. Tu te abaisses à faire du tutoriel pour débutants en disant: «Il faut cliquer ici et cliquer ici». Parce que le nombre de formations, moi, que j'ai suivies où je peux pas appliquer la formation parce que je me retrouve bloqué sur un truc où le mec te dit: «Non, non, mais alors bon, là, tu demandes à ChatGPT, il va te faire du Python». Quoi? Depuis quand il faut coder pour appliquer ta formation? C'est censé être un truc pour des qu'est-ce que tu me chantes, tu vois? Et en fait, parce que le mec sait faire du Python, bah, il se dit: «Bon, ah, ils vont se débrouiller». Non, bah, en fait, du coup, tu peux rien appliquer parce qu'il y a un élément que tu peux pas faire. Donc c'est hyper important, et c'est un des avantages aussi du high ticket, c'est que les gens te le disent, en fait. Ils te disent: «Ça, je peux pas l'appliquer». Donc tu dois l'expliquer. Fais-le aussi sur YouTube. Mais je suis d'accord avec toi, je valide tout ce que tu as dit, en tout cas. Grave. Est-ce que tu es chaud? On passe au deuxième mini-jeu. Ouais, yes. Ce deuxième mini-jeu s'appelle l'interview pépite. C'est parti pour l'interview pépite. Donc depuis quand
tu accumules des pépites dans ton business? Depuis quand j'accumule des pépites? Depuis quand j'en accumule vraiment, je dirais 2016. D'accord. Et tu te souviens de la première pépite que tu as gagnée avec, tes formations en ligne? Ouais, j'avais 17 ans, on était en 2012, je lance ma première formation, sur, les secrets des blogueurs à succès, elle s'appelait, et je fais 800 € et je suis ravi, je m'achète un scooter. Waouh, incroyable! Putain, ta première formation, elle a vachement bien fonctionné, en fait. Pour, Ouais, l'époque, c'est, ouais, c'est vrai, enfin, ce 800 € après maintenant les gens, s'ils font moins de 3000, ils tombent en dépression, mais enfin moi j'étais content en tout cas à 17 ans, moi j'avais fait du babysitting, c'était tout ce que j'avais fait dans ma vie pour gagner de l'argent donc. et c'est quoi les stratégies qui te rapportent le plus de pépites? Lancer des offres et créer des vidéos YouTube. Enfin plutôt créer des vidéos YouTube et lancer des offres dans cet ordre-là. Ouais, je comprends. OK. Et ça serait quoi la plus grosse somme de pépites que tu as dépensée pour quelque chose que tu regrettes maintenant? Une maison, un manoir en Normandie, à plus de 700 000 €, que j'ai habité, résidence secondaire, pendant, 1 an et demi avant de me séparer et de le remettre en vente. Donc ouais, ça c'est quand même, ça fait un peu mal ça. Mais regret, c'est toujours compliqué parce que si je l'avais pas fait, à ce moment-là, je l'aurais fait plus tard. Maintenant, je sais que je veux pas de grande maison, tu vois? Ça me fait chier, c'est du travail, m'intéresse pas. J'ai vu d'ailleurs la page de vente ou l'email que tu as écrit qui est absolument incroyable. Ouais. C'est rédigé comme un email de vente, mais pour, une maison, Ouais, je voulais m'amuser un peu. et est-ce qu'on doit faire la promotion un petit peu pour essayer de voir s'il y a des gens qui sont intéressés par le manoir maintenant ou est-ce qu'il y a déjà des... Il y a eu des gens qui étaient intéressés, mais il est toujours en vente donc en vrai, allez-y, hein. C'est pas évident à vendre une grande maison donc c'est un très beau bien qui est rare, je pense. Mais une maison de campagne, c'est loin d'être le truc le plus facile à vendre, c'est pas un appart parisien. Donc pour l'instant, ouais, c'est toujours en vente. S'il y en a qui sont intéressés, en tout cas, moi j'ai vu la maison, elle a l'air incroyable. Le jardin a l'air ouf et ça a l'air d'être vraiment, fabuleux donc Pour faire des petites retraites, à étiquette là avec, des entrepreneurs franchement, qui vont rembourser le prêt intégralement. Ça coûte le prix d'un appart parisien, c'est ça qu'il faut dire, une grande maison, 300 m², 4 hectares de terrain, une forêt. Vous aurez une forêt, ce sera vos arbres et tout et c'est un vrai kiff. Mais faut aimer, un peu gérer la gestion. Faut aimer, un peu de bricolage, un peu de tu vois? Faut aimer ce genre de truc. Moi la gestion, c'est sur mon ordi, j'ai pas envie de faire de la gestion chez moi. est-ce que les pépites te motivent à créer du nouveau contenu? Ouais, globalement les pépites me motivent à c'est ce qui me motive à faire tout ce que j'aime pas faire et la création de contenu, j'aime bien le faire donc j'en ai pas besoin et je pense que s'il y a bien un truc que je continuerais à faire dans mon activité, si j'en avais plus besoin, ce serait le contenu et d'ailleurs j'en faisais avant, d'en avoir besoin et je continuerai à en faire après. D'accord. Est-ce que tu as un plafond de pépites que tu souhaiterais atteindre un jour? Le plafond, c'est quand je commence à faire des sacrifices qui sont trop coûteux pour moi. Quand je commence à sacrifier mon bien-être, ma santé, ma vie sociale. Pour moi, il se situe là le plafond. Donc il y a pas de somme où je me dis: «Cette somme de pépites, c'est terminé». Même si aujourd'hui je considère que je gagne suffisamment pour être heureux, tu vois? Heu, mais c'est toujours sympa d'essayer de gagner plus. Par contre, si à un moment je commence à faire des trucs que je déteste ou à bosser toute la journée, par exemple, et pas voir la lumière du jour, ça non, tu vois? Et ça serait quoi la chose la moins chère que tu aies achetée mais qui vaut une montagne de pépites pour toi? La chose la moins chère que j'ai achetée et qui vaut une montagne de pépites, les compléments alimentaires. Non, je sais pas si ça a changé ma vie, c'est quand même un grand mot changer sa vie, on change pas sa vie tous les 15 jours, hein. Mais c'est bien les compléments alimentaires. Ça en est en particulier ou pas? Je sais en L-théanine. Heu, j multivitamines, de chez Unae. Il y a tout dedans, à supplémenter avec de la vitamine D, parce qu'il y en a pas, et des oméga 3. Je pose toujours ces questions-là, mais je j'ai jamais l'opportunité de dire. Mais moi, à chaque fois que je pose cette question-là, je me dis: «Mais les AirPods, c'est un bon, c'est pas si cher que ça, C'est mais plus de 100. Attends, c'était quoi le moins cher? le moins cher que tu as acheté, mais qui vaut une montagne de pépites». Je me dis: «Mais les AirPods, c'est une invention incroyable». Ouais, Les Air Pas c'est pour moi vrai. en tout cas, c'est ça Mais ça dans ce me cas-là, je mettrais même le smartphone, tu vois? Parce qu'un smartphone, ça coûte rien comparé à tout ce que tu peux faire avec. ouais. Enfin, moi, je fais mes vidéos avec un smartphone, tu vois? Ouais, carrément. Ou même un Une idée. ordinateur, tu vois? Genre, c'est le meilleur investissement. Acheter un Mac,
C'est le meilleur investissement que tu puisses C'est faire avec bien. ton argent. Tu peux devenir milliardaire avec un Mac, tu vois. Il Ouais. y a pas beaucoup d'objets, qui peuvent te rendre milliardaire, quoi. Ouais. Non, mais en plus, enfin, je sais que tu as une philosophie un peu, enfin, tu me reprends si c'est pas ça, mais un peu pro Apple. Mais moi, avant, j'étais pas du tout. J'étais un peu pro Mmh. Windows. Je me disais, c'est bon, je suis un vrai hacker. Enfin, pas un hacker, mais je suis un vrai informaticien. Je m'y connais bien en informatique. Il me faut un Windows, etc. Et au final, quand j'ai découvert la vie en ayant un MacBook, bah, c'est là où je suis devenu un vrai créateur. C'est là où justement j'ai pu. Non, mais c'est Bah, vrai, tu découvres la vie vraiment. tout court, hein, en fait, quand tu passes au Mac, hein. Moi aussi, j'ai commencé sur Windows, hein, comme tout le monde, je pense, comme tous les gens de plus de 30 ans, on a commencé avec un Windows. Mais juste les Macs, ça marche, c'est rapide, il y a de la batterie et tu as des vraies applications créatives dessus, quoi. Moi, je recommande à tous mes clients de prendre, enfin, le plus, si ils ont les moyens, en tout cas, de prendre un Mac et un iPhone, parce que les deux sont connectés entre eux. Du coup, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec l'investissement en pépites? Ouais, 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 j'ai acheté notamment, j'ai investi, 15 000 €, bon, c'est pas très énorme, mais investi 15 000 € dans une start-up de vélo électrique, et aux dernières nouvelles, ça en vaut 4 000 maintenant, mais je pense que je récupérerai jamais rien. Ça serait quoi la dépense la plus folle que tu aies jamais faite avec tes pépites, du coup? La dépense la plus folle, probablement acheter sur un coup de tête un van de camping à 70 000 €, parce que j'avais 70 000 € sur mon compte et c'était à l'époque où je calculais pas le avant impôt, le après impôt. Je me disais: «Ah, 70 000 €, qu'est-ce que je peux acheter avec 70 000 €?» Un van de camping, c'était il y a bien longtemps. J'ai voyagé pendant 3 mois, 4 mois et puis, il a passé la moitié du temps au garage parce qu'il y avait plein de problèmes et je me suis dit: «Mais en fait, je préfère dormir à l'hôtel», donc j'ai revendu, voilà, j'ai perdu 10 000 balles, c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai revendu à un abonné, qui était, chef d'orchestre et qui aux dernières nouvelles l'utilisait toujours comme loge. J'espère qu'il est entre de bonnes mains aujourd'hui. OK, bon, on dira bonjour au chef d'orchestre. J'espère qu'il a toujours le van et qu'il en a pris soin. Et si les pépites n'étaient pas un problème, ça serait quoi le projet de rêve que tu lancerais? Alors je c'est vraiment une question qui me fait, bugger. Je vois pas de réponse à ça, en fait. Parce que vraiment, je crois que j'ai vécu tous les luxes que j'avais envie de vivre dans ma vie, et que désormais j'ai envie d'avoir, une vie, «normale» entre guillemets, dans le sens, où, j'apprécie les choses simples du quotidien. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est très vrai. Petit week-end dans des endroits sympas, c'est ça mon plus grand luxe, je dirais. Sinon des balades, bien manger, être bien entouré. Et je crois pas que je ferais des folies, tu vois? Je crois que maintenant, le meilleur truc que j'ai envie de faire avec l'argent, c'est de le mettre de côté, de l'investir et d'avoir la sécurité de me dire que, je peux arrêter de travailler, et que je vais pas me retrouver en difficulté, quoi. D'accord. Et si là, imaginons, tu avais des pépites en illimité pendant 24 heures, tu ferais quoi? Mais c'est pareil, tu vois? C'est pareil, je vois pas de truc, un peu fou que tu peux faire, sur le court terme avec de l'argent tu vois les trucs genre, je sais pas, d'aller en carré VIP en boîte et de prendre la bouteille la plus chère, ça n'a jamais été mon truc, tu vois? Faire du saut en parachute, bon ça, saut en parachute, c'est même pas vraiment cher, mais je sais pas, qu'est-ce qui est cher, tu vois? Qu'est-ce qui est vraiment cher que tu peux faire tout de suite et qui vraiment est un truc de ouf, je vois pas, tu vois? Moi, une bonne journée, c'est une journée où je travaille sur des trucs qui me plaisent, où je lis, des livres qui m'intéressent, où je passe du temps, en couple, où je mange bien, où je fais mes petites courses, où je promène mon chien, tu vois? Genre c'est chiant, mais c'est ça, tu vois? Donc j'ai déjà fait le truc, tu vois? Enfin, j'ai déjà eu le truc de: «Hop, j'ai gagné trop d'argent trop jeune, trop vite, OK, on va faire que des hôtels de 5 étoiles, on va voyager en dépensant 20 000 balles par mois», j'ai déjà fait ça, tu vois? Des croisières de fou, j'ai et c'est bon, tu vois? Genre c'est bon, quoi. Ça m'a suffi. D'accord. Bah, justement, pour terminer avec une parole un peu plus sage sur les pépites, ça serait quoi, le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer à en générer? De pas attendre, de trouver la bonne idée ou de trouver la bonne formule, de d'avancer constamment, de lancer des trucs constamment, de tester des trucs constamment, de se former au fur et à en fait, tu te formes pas avant, tu te formes pendant, tu vois? Tu lances ton truc et ensuite tu te débrouilles. Genre, moi, je lance ma formule, premium là, je la lance cette semaine. Il y a pas de: «Ah bah tiens, OK, je vais commencer à préparer, puis peut-être dans 6 mois, je vais» non, je la lance cette semaine. Là, j'ai eu l'idée la semaine dernière. Je je la lance cette semaine et je suis en train de me former pendant que je la lance. C'est-à-dire que je vais aujourd'hui ou demain, il y a l'email qui part. Les premiers calls, je vais les prendre jeudi, donc après-demain.
je sais pas encore comment on fait un call. Je n'ai jamais rien appris là-dessus. Donc ça veut dire que j'ai 2 mains pour me former à comment faire des calls. Et ensuite j'ai des calls. Et ensuite je vais devoir me débrouiller puisque j'aurai les gens en face de moi. Je j'ai pas encore fait le programme, je sais pas encore exactement ce qu'il y aura dedans. Je vais le faire avec mes élèves, donc et j'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'a toujours réussi, tu vois? Ma première formation, je l'ai lancée, ça faisait même pas 6 mois que j'avais un blog et elle s'appelait «Les secrets du blogueur à succès». Tu comprends le truc, tu vois? C'est que les secrets, j'étais en train de les apprendre, en fait, quand j'ai fait la formation. Je les avais pas, j'étais pas multimillionnaire, en fait et la formation s'est vendue et je l'ai vendue honnêtement en disant aux gens que j'étais en train de les apprendre et que je leur transmettais ce que j'étais en train d'apprendre avec pédagogie et en fait, c'est OK, quoi. Ça a pas besoin d'être parfait, ça a pas besoin d'être lisse, ça a pas besoin ce sera pas moche, ce sera pas beau de toute façon. Je veux dire, c'est une première version, ça va pas bien marcher, ça va être bancal, donc autant ne pas attendre, voilà. Autant ne pas attendre et plus tu commences tôt, plus tu auras des résultats tôt et plus tu vas avancer vite, plus tu vas prendre de l'avance et cetera. Et même si tu es étudiant ou tu fais autre chose à côté, enfin ça n'empêche pas quoi, il y a rien qui empêche, hein. Moi j'ai démarré pendant mes études, j'ai démarré à 6 mois de mon bac, donc j'étais censé réviser quand j'ai lancé ma première formation. Quand on a vraiment envie de faire un truc, on le fait, tu vois? On n'attend pas. Je comprends pas moi les gens qui se disent: «Je touche encore mon chômage pendant 8 mois, puis après je gagnerai de l'argent». Mais qu'est-ce que tu crois en fait? Tu crois que le premier mois tu vas faire 3 000 balles? Enfin, peut-être, ce serait cool, tu vois? Ça arrive, mais il y a de fortes chances que le premier mois tu fasses, 100 balles, tu vois? Puis peut-être 300 et puis tu vois? Et voilà, tu peux pas savoir maintenant, en fait, ce qui va se passer dans 6 mois. Ou les podcasts, c'est dire: «Ouais, je vais lancer mon podcast dans un an», mais ton podcast, il va pas marcher, personne va l'écouter, genre. Ça marche une fois sur 10 un podcast et encore et tu pas d'audience, enfin, lance-le maintenant, foire-toi maintenant avec ton podcast et ensuite tu vas comprendre qu'il faut faire autre chose et commence à faire des vidéos YouTube et voilà, mais là, en 6 mois à préparer ton putain de podcast, tu aurais déjà pu avoir le temps de lancer une chaîne YouTube à succès, tu vois? Ou un compte Insta, qui marche et trouver, 20 clients et commencer à gagner ta vie. Qu'est-ce que tu es là en train de planifier, quoi? Ça m'énerve, c'est pour ça que j'arrête ma réponse maintenant. J'ai trop parlé. Non, mais je crois que c'est le meilleur conseil que les gens vont entendre de la semaine parce que, en fait, c'est de construire l'avion en vol. Il y a beaucoup de gens qui veulent attendre que tout soit parfait, en fait, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir lancer des choses. Et c'est un blocage que je vois énormément, d'ailleurs, chez des clients que j'accompagne, d'avoir peur, en fait, de se lancer. Mais en fait, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, mais en fait, d'avoir des échecs, ça fait partie du parcours et en fait, de se dire: «Bah, je commence, je vais me planter, c'est pas grave, mais en fait, je vais tester un truc, 2 trucs, 3 trucs, 5 trucs, 10 trucs et peut-être qu'au bout de 20 trucs que j'aurai lancés, il y a un truc qui va bien fonctionner, ça va exploser» et mais en fait, on peut pas avoir le succès qu'on mérite ou qu'on va avoir tant qu'on ne s'est pas lancé et en fait, on a trop peur de passer à l'action, en fait et du coup, ça rejoint ce que tu as dit, c'est de se dire: «Bah, voilà, je vais lancer un truc, ça va être un peu moche, ça va être un peu imparfait, ça va pas être, le truc de l'année, mais au moins c'est lancé et au moins j'ai, du feedback client». Peut-être que j'ai zéro vente, peut-être que j'ai zéro personne qui sont intéressées, mais c'est pas quelque chose de grave, c'est du feedback et le feedback, ça veut dire que on va pouvoir prendre une autre direction qui va nous dire: «Bon, bah, voilà, c'était dans cette direction-là que je devais aller», mais peut-être que juste le fait de m'être planté, c'est un message positif, en fait. C'est pas quelque chose de négatif, c'est Ouais pas genre, et tout le monde je s'en me suis fout, trompé, tout le monde s'en fout que tu sois planté, c'est chiant de se planter quand tu es déjà connu. Parce que là, tout le monde se dit: «Ah la chute, il s'est planté». Mais si t'es pas encore connu ou que tu encore rien fait, tout le monde s'en fout que tu te plantes. On s'attend à ce que tu te plantes. C'est si tu te plantes pas que tu vas choquer tout le monde. Donc plante-toi, c'est OK, tu vois? Ça m'énerve, ça m'énerve quand on parle de ça, ça me tu sais, je suis crispé là, j'ai envie de me battre, quoi. «Vas-y, balance!» Je trouve que c'est trop d'ego, en fait, genre, on met trop d'ego dans ce qu'on fait. «Oh non, mais je veux faire un truc beau, noble, je veux que ce soit parfait dès le début, je veux que les gens m'admirent». Non, non, mais ça va être nul, ça va être désordonné, ça va forcément être désordonné. Tu vas être ringard, désordonné, tu vas te taper la honte, dans tes premières vidéos, tout le monde s'en foutra, personne ne le regardera, ça va te foutre une bonne claque et ensuite tu vas pouvoir commencer à bosser, tu vois? Mais voilà quoi, c'est comme ça que ça marche, hein, franchement, faut se prendre des petites claques d'ego quoi et en fait, les gens pensent que dès qu'ils vont se lancer, le monde les attend. Mais non, personne t'attend, tout le monde s'en fout, donc bats-toi quoi, rentre dans l'arène tout de suite et bats-toi. C'est dur, hein? Faut dire aux gens que c'est dur de partir de zéro et d'exister. Pour l'instant, tu n'existes pas et tu veux exister. C'est très dur. Donc, les amis, pour boucler la boucle, passez à l'action et on s'en bat les couilles de si votre produit il est bien ou pas bien, il faut juste y aller en fait. Et franchement, enfin, vous nous remercierez ou vous vous remercierez surtout vous-même dans 6 mois quand vous serez passé à l'action avec un produit moche parce que vous pourrez l'améliorer et itérer dessus. Voilà. Bah, je te propose Antoine qu'on passe à la troisième partie. On va parler un peu de minimalisme et d'essentialisme parce que ça fait partie aussi de ta philosophie.
Et donc, et du coup, il y a aussi un fil rouge avec ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on parlait aussi d'avoir moins de clients, mais les bons. On a parlé aussi d'avoir peu de vues, mais des vues plus qualifiées. Donc, en fait, la philosophie, un peu de manière générale, c'est de faire moins et de faire mieux. Et il y a une loi qu'on appelle la loi de Pareto que je pense que la majorité de nos auditeurs connaissent, mais la loi, c'est de faire, c'est que donc c'est ce qu'on appelle le 80-20. Non, c'est que 80% des résultats proviennent de 20% des actions qu'on fait. Par exemple, avec tes formations, toi, tu as fait plus de 150 formations et il me semble que tu avais fait une analyse et tu avais découvert que 20% de tout ce que tu avais créé générait 80% de tes ventes. Et je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu avais fait cette analyse? Et c'est quoi les métriques que tu avais regardées spécifiquement pour en arriver à cette conclusion-là? Ouais, moi, ce que je regarde, c'est les ventes à la première semaine, donc les ventes pendant la semaine de lancement. Je fais toujours une semaine de lancement avec une promo pendant quelques jours. Et j'ai un grand tableur Excel avec le nom de tous mes produits et le chiffre de vente sur la semaine de lancement avec un code couleur automatique qui me fait ressortir les produits qui ont le mieux marché. Du coup, oui, je le vois clairement. J'ai même si on prend des produits individuels, j'ai des produits qui sont vendus jusqu'à 15 fois mieux que d'autres produits sur des périodes similaires, tu vois. Donc, ouais, il y a une très très grosse différence en effet entre une offre qui vit juste ou pas. D'accord. Et du coup, ça s'applique aussi un peu à tout ce qu'on fait dans notre vie, dans notre business, etc. Et je voulais savoir, toi, comment est-ce que ça s'applique par exemple, par rapport à tes clients? On sait aussi que, tu vois, il y a 20% qui vont dépenser 80% peut-être de la valeur de toutes les ventes qu'on a. Et aussi, peut-être qu'il y en a qui vont, enfin, les plus relous, peut-être qu'il y en a 20% qui vont créer 80% des emmerdes aussi qu'on a dans notre activité. Ouais, c'est Tim Ferriss qui avait popularisé ça. C'est Tim Ferriss qui avait popularisé l'idée de virer ses pires clients. Ouais, C'est une bonne idée. clairement. Toi, comment tu identifies ces 20% de clients, de meilleurs clients? Bah moi, comme je fais que des petits produits, j'ai pas de en fait, j'ai pas vraiment quelque chose à voir avec ça, tu vois? Genre je sais que j'ai des clients qui achètent tout ce que je fais. J'ai des clients qui ont dépensé 4 000, 5 000 € chez moi, en achetant des formations à moins de 200. Mais, j'en fais rien, à une époque, je leur avais envoyé un petit mot pour leur dire merci et puis et mes mauvais clients, bon, bah, c'est quoi mes mauvais clients? Ceux qui demandent un remboursement, il y en a qui demandent un remboursement. Généralement, on leur accorde pas systématiquement, il faut que ça puisse être justifié. Mais ouais, c'est pas vraiment un problème, quoi. Mmh. Et si tu devais appliquer la méthode de Tim Ferriss, plus tard ou aujourd'hui, tu l'appliquerais comment justement? Tu penses? Sur les clients, Ouais. bah, déjà, là, en faisant du high ticket, déjà, je vais sélectionner quand même les clients. C'est-à-dire que le but des appels, c'est aussi de voir si ça peut matcher avec la personne. Si je sens que la personne, c'est pas la bonne méthode pour elle ou qu'elle va, être particulièrement relou, ce qui est rare, mais j'imagine que ça arrive, je lui vendrai pas mon produit. Déjà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, on fait un contrat qui est clair. Je pense que quand les choses sont dites clairement, c'est plus simple, tu vois? Donc moi, je vais dire clairement ce sur quoi je m'engage et le client va devoir s'engager aussi, voilà, à participer, à être là, à être présent, à faire le truc, donc voilà, on verra. Si tu veux, je l'ai pas encore vécu, donc c'est difficile de voir à l'avance. On verra en le vivant, quoi. Ouais. Bah, moi, je peux te dire clairement de mes expériences, il y a des gens, enfin, c'est aussi humainement, tu vois? Bien sûr, tu as envie d'aider la personne et tu as envie de si la personne, elle est qualifiée, en fait, est-ce que, tu vois, tu penses que tu peux l'aider? Mais aussi, si tu sais que tu vas travailler avec la personne potentiellement en one-one ou que c'est qu'elle va travailler dans ton équipe, enfin, avec des gens de ton équipe, tu te dis, faut pas que faut quand même qu'il y ait une certaine forme d'alignement, parce que si la personne, elle est vraiment, pas, tu vois, elle est insupportable, disons-le, bah, en fait, tu as clairement pas envie de te la coltiner pendant 3 mois, quoi. Donc tu as des gens, moi ça m'arrive, je veux dire régulièrement en tout cas de refuser des gens, soit parce que je pense qu'on peut pas les aider, soit parce que, clairement tu vois, on avait envie de travailler avec eux ou, hem, en fait d'être vraiment sélectif sur les gens, avec qui on travaille, quoi. Mmh. Je crois que dans un de tes emails, il y a longtemps aussi, tu disais que tu bloquais, on va dire 1 heure par mois. En tout cas que régulièrement en fait toi ta philosophie c'était de supprimer, de retirer des choses et que tu faisais une sorte d'audit de ton temps ou de tes abonnements, de tes objets, de tes applications, de tes engagements et que tu supprimais régulièrement des choses justement pour avoir, moins de choses dans ta tête égale plus d'espace mental égale plus de clarté. Heu, Concrètement, ça ressemble à quoi? Ouais, j'appelle ça la journée du peu.
Je fais ça une fois par mois et l'objectif, c'est de choisir un domaine dans ma vie et de faire le ménage. Donc c'est très utile quand tu as tendance à t'encombrer parce qu'en fait, on achète régulièrement des choses physiquement, mais aussi, virtuellement, des applications, on prend des nouveaux abonnements, des nouveaux trucs et souvent on attend le point de saturation, tu vois? Genre, le moment où on n'en peut plus, on fait un grand ménage de printemps. Moi, je pense que c'est bien d'avoir une hygiène, de nettoyage, une hygiène d'épuration de la même manière qu'on accumule, on devrait, remplacer, en fait. À une époque, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'achetais un truc, je me débarrassais d'un truc. D'ailleurs, je pense que je vais le remettre en place parce que là, c'est bon, je suis bien installé dans mon nouvel appart, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, remettre en place ce truc-là de quand j'achète un truc, je me débarrasse d'un truc. Quand j'ai fait mon déménagement, j'ai déménagé il y a 8 mois, donc j'en ai profité évidemment pour me séparer d'énormément de choses. Donc là, j'ai plus grand-chose. Mais voilà, je le fais aussi avec les applis dans mon téléphone, par exemple. Avec les abonnements, très souvent, on repasse sur les parce que tu continues à te faire prélever sur les trucs que tu utilises plus. Généralement, ce que je fais maintenant, c'est quand je prends un abonnement, je me désabonne tout de suite. Comme ça, je le saurai si j'ai à nouveau besoin de l'abonnement et que je suis plus abonné, t'inquiète pas qu'ils vont me le dire. Donc je le saurai. Par contre, si je n'utilise plus l'abonnement et que je suis toujours abonné, je le saurai pas forcément. Mais ouais, le but, c'est surtout de pas accepter ce fait, qui est le fait pour la plupart des gens, qui est que plus le temps passe, plus j'ai de choses dans ma vie. Et moi, je me suis pas mal retrouvé un peu, à crouler sous les objets, sous les babioles, les trucs que j'utilise pas, les gadgets, les machins pour faire de la vidéo, pour faire de l'audio et en fait, j'ai besoin d'avoir cette hygiène pour me sentir bien mentalement, quoi. Mmh. Par exemple, tu as des choses que tu as supprimées ou des catégories que tu as allégées ces derniers mois, c'est quoi les trucs que tu as virés, par exemple? Mmh. Bah, je suis en train de divorcer, donc ça fait, pas mal de choses, hein, qui partent. Notamment, toutes mes affaires, qui étaient dans mon ancien appart que j'ai quasiment donné, en fait, à mon ex parce que je voulais pas garder ça, quoi. Ma maison de campagne, donc ça fait quand même des gros trucs. La voiture qui va avec. Donc mon focus, il est surtout là-dessus en ce moment et comme j'ai emménagé dans un nouvel appart avec presque rien, j'ai déménagé avec un vélo. Littéralement, j'ai fait quelques allers-retours avec un vélo et une petite remorque. En fait, je suis pas du tout encombré, là, et ça me va très bien et je veux garder les choses comme ça. Donc dès que je commence à me dire: «Ouh là, je commence à acheter trop de trucs», je me calme et je refais du ménage, je range un peu, je jette ce qu'il y a en trop, je donne ce qu'il y a en trop et voilà, quoi. Les livres, récemment, j'ai fait un tri dans mes livres, par exemple. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme une sorte de cycle où genre pendant un cycle, tu vas accumuler des choses et un cycle où tu vas couper à chaque fois, genre c'est un cycle qui se Ouais. reproduit encore et encore ou? Bah, Ouais. c'est ce que font beaucoup de gens, hein, en soi, c'est pas non plus révolutionnaire. Ce qui est, nouveau, c'est de le faire sur une base régulière, d'avoir un rappel dans son calendrier. Mais il y a quand même des gens qui ne se débarrassent jamais. Genre mon père est comme ça, il accumule, il accumule, il accumule. Moi, j'ai grandi dans un appart où pour traverser le salon, il y avait un petit chemin au milieu des piles de dossiers. Tu sais, c'est vraiment le petit chemin de presque, presque féerique, tu vois? Avec, qui serpentait, au milieu du salon. Il y avait une petite place sur le canapé qui était pas remplie de carton sur laquelle tu pouvais t'asseoir pour regarder la télé et j'ai vraiment grandi là-dedans, tu vois? Et ma chambre, c'était pareil, c'était un foutoir pas possible parce que je m'étais habitué. Ensuite, plus tard, c'est devenu un synonyme un peu d'étouffement et j'ai découvert le minimalisme et je me suis rendu compte que je me sentais mieux quand j'étais dans un espace aéré. Ça veut pas dire que je veux rien, je veux pas vivre dans une pièce toute vide avec un bol, mais je veux peu. Je veux juste être, pouvoir respirer, quoi. Pas parce qu'en fait, chaque chose que tu as, c'est une petite tâche, tu vois? C'est un truc qui peut casser, c'est un truc que tu dois peut-être renouveler, c'est un truc, peut-être auquel tu dois penser. Bah, en fait, ça fait une très grosse liste de tâches d'avoir beaucoup d'affaires et l'immobilier, c'est pareil. Chaque bien immobilier, c'est une nouvelle liste de tâches que tu ajoutes dans ta vie. Il faut y penser, en fait, tu vois? Est-ce que j'ai envie d'avoir une nouvelle liste de tâches dans ma vie? Une voiture, grosse liste de tâches dans ta vie. Est-ce que j'ai envie d'avoir cette liste de tâches dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de passer mes dimanches chez le garagiste? C'est une vraie question à se poser. Donc aujourd'hui, moi, je sais que j'ai pas envie que mes journées soient encombrées par des tâches liées au fait que je suis un consommateur. Je suis un consommateur comme tout le monde, j'achète des trucs, mais je veux pas que ce soit le plus gros de mon temps soit consacré à ça. Et je veux pas une maison avec jardin parce que je veux pas avoir des problèmes de pergola. Je veux pas posséder une fosse septique, par exemple, tu vois? Genre, c'est une possession, la fosse septique, dont je me passe très bien. J'ai pas envie de me dire le dimanche: «Ah mince, faut que j'aille mettre du produit dans ma fosse septique». Non, je veux pas avoir cette tâche. Donc je vis dans un immeuble, la destruction et l'élimination des déchets n'est pas de mon ressort, elle est déléguée, tu vois? Et ça, c'est un luxe auquel les gens ne pensent pas forcément quand ils achètent une maison. C'est OK, on peut avoir envie d'avoir un toit à gérer, par exemple. Moi, je suis ravi de pas avoir de toit à gérer. J'ai un toit, c'est pas moi qui le gère. Donc c'est ça ma philosophie de vie, tu vois? C'est du minimalisme raisonnable, qui se base sur quelles tâches j'ai envie d'avoir dans ma vie et quelles tâches je n'ai pas envie d'avoir dans ma vie.
Et tu voyages toujours avec un sac à dos de 20 litres quand tu pars en voyage ou tu voyages avec des bagages maintenant? 20 ou 30 litres. En fait, je me suis aperçu que j'étais le seul couillon avec encore un sac à dos, que tout le monde avait des valises. Je me suis aperçu de ça à Hong Kong, à l'aéroport. Je me suis dit, mais en fait, il y a plus que moi et deux trois backpackers en sueur avec des casseroles qui pendouillent de leur sac et leur tente quechua. Et je veux pas être dans cette catégorie-là, tu vois. Et en fait, j'en avais un peu marre de suer. Du coup, je me suis acheté une petite valise cabine. Mais ça fait des années que j'ai pas enregistré un bagage en soute. Depuis que je suis parti en voyage en 2015, je n'ai plus jamais enregistré un bagage en soute pour moi. Juste petite anecdote rapide pour toi. C'est toi qui m'avais. Enfin, c'est toi. Le sac que j'ai, c'est le sac que avais recommandé dans une de tes vidéos il y a genre, je sais pas combien d'années. C'est quoi la marque? C'est avec une sorte d'aigle dessus. Tu avais un sac jaune de cette marque-là. Minal, c'est pas Non, ça? t'avais Ah, un sac. Osprey. Ouais, Osprey, ouais. Ah, un sac, cabine zéro, le sac Ouais. jaune. Ah non, Osprey, Non, voilà, Osprey. bref, moi, c'est mon sac de voyage aussi. Mais du coup, c'est parce que tu l'avais recommandé il y a je sais pas combien d'années. Il est un peu plus gros quand même parce que celui-là, il est vraiment tout petit. C'est un 10 litres, le Osprey. Non, non, moi, c'est un 25 litres. C'est un Ok, day. Il s'appelle The Day quelque chose. Donc, c'est pour la ok. journée normalement. Mais je pars en voyage. Les gens sont choqués parce que je pars en voyage pendant un mois ou deux. Ils me disent, mais attends, mais ça, c'est ton sac Mais pour la journée? Je fais, c'est non, 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 enfin, c'est. c'est tout à fait normal. Genre, en fait, tu vas de toute façon faire des lessives au bout d'une semaine quand tu vas être en voyage, a priori, tu vois. Donc, tu vas pas emmener pour. Moi, j'ai pas pour un mois de vêtements chez moi. Genre, j'ai pas 30 caleçons. J'en ai 10. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir faire une lessive toutes les semaines. Donc, que tu partes une semaine ou que tu partes 6 mois, a priori, ça change rien, tu vois. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est les gens qui prennent une énorme valise parce qu'ils partent longtemps qui. Bah, après, si t'adores mettre des fringues différentes tous les jours, pourquoi pas, tu vois, mais sinon. Et si on devait essayer de conclure un peu avec un truc actionnable, si par exemple, justement, pour quelqu'un qui a 50 caleçons, non, mais qui a 50 applications sur son téléphone, 100 formations qu'il a achetées mais qu'il n'a jamais terminées, des appels dans tous les sens qui servent à rien et qui voudrait, on va dire, commencer à vivre un peu la philosophie du minimalisme ou sans forcément être vraiment extrême, mais juste d'avoir, on va dire, les premières clés pour pouvoir avoir un peu plus de clarté dans sa vie et dans son esprit. Ce serait quoi, à ton avis, les premières actions que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait commencer à mettre en place cette philosophie dans sa vie? Première règle, arrêter le massacre. Donc, tu pars du principe qu'à chaque fois que tu ajoutes quelque chose, tu supprimes quelque chose. T'ajoutes une app, tu supprimes une app. T'achètes un truc, tu supprimes un objet. T'achètes un vêtement, tu donnes un vêtement. Systématiquement. Et tu fais une grande boîte, parce qu'évidemment, tu vas pas t'embêter à chaque fois à aller trouver quelqu'un pour récupérer. Non, tu fais une grande boîte chez toi, qui est la boîte à donner. Et dès que tu achètes un truc, tu mets un nouveau truc dans cette boîte à donner. Et ça peut paraître difficile, mais je t'assure que tu vas y arriver, tu vois. Genre, il y a toujours des trucs qu'on n'utilise pas. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faudrait faire un grand ménage de printemps, je pense. Il serait temps. Donc prendre tous ces engagements, ou tous ces abonnements, ou tous ces objets et te dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'utilise vraiment, et qu'est-ce qui m'encombre. Et de se débarrasser de ce qui t'encombre. Faut pas avoir peur de jeter à la poubelle. Faut savoir un truc, c'est que les vêtements que tu donnes, ils ont arrêté de mettre des distributeurs de vêtements dans la rue, parce qu'en fait, les vêtements que tu donnes, ils sont jetés la plupart du temps maintenant, parce qu'il y en a trop. Il y a trop de vêtements par rapport à la demande. Donc tu as le droit de jeter tes vêtements comme tu jettes tout un tas de trucs. Je sais qu'on n'aime pas jeter, mais en fait, souvent, quand on n'aime pas jeter, qu'est-ce qu'on fait? On garde et on n'utilise pas, donc c'est tout comme jeter, quoi. Et ça sera jeté quand on meurt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent, ils ramassent tout, ils jettent, hein. Donc, dans tous les cas, ça finira à la poubelle. Autant jeter maintenant plutôt que s'encombrer pendant des années. Les livres, c'est pareil, les gens veulent pas jeter des livres, mais les livres, c'est du papier. Tu jettes constamment du papier. Je veux dire, si tu bosses dans un bureau, tu as des feuilles A4, tu les récupères, tu les jettes. Et sacs en papier que tu récupères, tu jettes. Enfin, tu le mets dans la poubelle papier et tout va bien se passer, quoi. Personne ne le lira, ton vieux bouquin, là, tout moisi, tout jaunâtre. Plus personne ne le lira jamais. Je veux dire, les gens, ils ont YouTube maintenant. Donc, il faut accepter, tu vois, je pense, ce truc-là de jeter. Est-ce qu'on regrette d'avoir jeté des trucs? Ça peut arriver, mais c'est très rare. Moi, j'ai jeté un nombre incalculable de trucs. J'ai dû regretter peut-être 3 fois. Par contre, est-ce qu'on regrette d'être extrêmement encombré? Bah, ça nous pourrit la vie au quotidien, donc oui. Heu, du coup, voilà, ne pas avoir peur, faire du tri, faire un grand ménage de printemps et mettre en place des règles. Et une de ces règles, ça peut être la journée du peu, qui est une fois par mois, se mettre un rappel dans son calendrier, choisir une catégorie et faire un grand ménage de printemps sur cette catégorie. Et c'est quoi il y a certaines catégories, tu sais, enfin, tu les as définies ou pas ces catégories? Ouais, je les ai définis. Bah, il y a par exemple les applications sur ton téléphone, on l'a dit, les abonnements, les objets, les vêtements, les engagements, ça peut être les engagements, ça peut être les contacts. Heu, on peut avoir des gens qui nous, comment dire? Qui nous prennent plus qu'ils nous donnent, qui nous apportent peu, mais qui nous coûtent beaucoup.
qui nous coûtent mentalement, qui nous coûtent émotionnellement. Voilà, on a le droit de se débarrasser de ces gens-là. On n'est pas, enfin, sauf si c'est nos enfants, tu vois, mais tu vois, si c'est juste une vieille tante, tu vois, ou un cousin, ou une vieille ou une ancienne voisine, je veux dire, c'est pas dramatique si on va pas boire un verre avec eux tous les dimanches parce qu'ils nous le demandent, mais que nous on n'a pas envie. On a le droit de pas y aller. On a le droit dans la vie, tu vois, de dire non aussi. Donc voilà, se préserver un peu, être avec des gens qui nous apportent. Les aliments dans ton placard. Moi, quand j'ai déménagé, le nombre de trucs dans mon placard, des boîtes de conserve, des vieilles pâtes que j'ai achetées il y a 4 ans et que je mangerai jamais parce que c'est ce vieux paquet de pâtes à moitié ouvert que j'ai acheté il y a 4 ans, à chaque fois que je vois, jamais je touche à ça, tu vois. Mais jette-le. Je sais que ça fait chier de jeter de la nourriture, mais si de toute façon tu vas jamais le manger, jette-le. Parfois, il y a un yaourt dans le frigo qui est un peu périmé. Du coup, on prend celui d'à côté. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce yaourt? Il va finir à la poubelle de toute façon parce que tu n'as pas envie de le manger aujourd'hui. Pourquoi d'un coup, dans 3 jours, quand il sera encore plus périmé, tu auras envie de le manger, tu vois? Il faut faire preuve de bon sens et d'accepter de jeter. Et en fait, plus tu vas acheter aussi, plus tu vas te rendre compte que c'est douloureux de jeter. C'est douloureux pour moi aussi de jeter, que tu es en train de gâcher. Et donc, du coup, tu vas te rendre compte que peut-être qu'il faut que tu fasses un peu plus attention quand tu achètes. Par exemple, moi, les vêtements, j'achète très très peu de vêtements aujourd'hui. J'achète que des vêtements, souvent de la seconde main, souvent de la bonne qualité, parce que je sais que si je vais chez H&M et je commence à acheter tous les trucs qui me passent par la main, en fait, ça va tenir 3 mois et je vais plus les porter, ça va finir à la poubelle. Comme ça me fait chier de jeter, j'achète moins aussi, tu vois. Et pour ça, il faut accepter de jeter de base, parce que ça finira de toute façon à la poubelle, quoi qu'il arrive. Ouais, totalement. Moi, j'ai une phrase en ce moment parce que je suis en train de revoir mon programme et du coup, c'est cette phrase-là qui est en fond d'écran. Je pense qu'on la connaît peut-être. C'est la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et Bah voilà. voilà, c'est une punchline qui correspond, on va dire, à toute ta philosophie et je ne peux que valider. Et je dirais même plus que quand tu as des gens qui sont toxiques dans ton entourage, par rapport à ce que tu disais, même s'ils sont proches, des fois, il faut savoir aussi prendre ses distances par rapport à des gens qui peuvent être proches de nous, mais qui peuvent nous drainer et nous prendre toute notre énergie. Même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, si c'est quelqu'un qui vraiment te prend toute ton énergie, bah, des fois, il faut faire des choix difficiles et Ouais, prendre bien ses sûr. distances par rapport à ces gens-là. Et juste pour, tu me demandais les catégories dans son business aussi. Dans son business, il y a tellement de trucs qu'on fait qui servent à rien. Moi, je pense qu'il y a des superstitions dans le business. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on fait alors que ça marche pas, mais juste parce que on pense que ça marche, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit que ça marche, et donc on a développé des superstitions avec ça. Genre mettre un compte à rebours sur la page de vente, penser que forcément plus ta page est longue, plus elle va vendre, se dire que le client a toujours raison, envoyer les mails à 9h le mardi ou le jeudi parce que c'est le moment où les gens veulent. En fait, tout ça, souvent ça a été découvert il y a longtemps. Ça a peut-être changé, on ne sait pas. On l'a pas forcément testé soi-même. Et on s'accroche en fait à les prix qui terminent en 7. Tu vois, on s'accroche à ces superstitions. Et en fait, c'est pas un problème quand c'est des superstitions inoffensives, mais il y a des superstitions qui coûtent parce qu'elles sont longues, parce qu'il y a des étapes en plus qu'on peut supprimer parfois, tu vois. Et il faut toujours tester, tu vois. Il faut toujours voir si ça marche aussi quand on supprime une étape. Par exemple, moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas vendre sans faire de page de vente, tu vois? Donc j'ai testé de vendre uniquement par mail, j'ai testé différents modèles, etc. Bon, il s'avérait que ça marchait mieux avec une page de vente, donc j'ai continué à faire des pages de vente. Mais tu vois, en fait, il faut se dire, mais en fait, un truc qui me prend la moitié de mon temps, qu'est-ce qui se passe si je supprime? Est-ce que ça supprime la moitié de mes revenus ou est-ce que ça supprime 10% de mes revenus? Si ça supprime 10% de mes revenus, que ça prend la moitié du temps, je le supprime. Je pourrais en faire plus ensuite des trucs comme ça. C'est rentable de supprimer. Parfois, ça fait même gagner. Parfois, on gagne de l'argent en le supprimant parce qu'en fait, c'était une étape qui crée de la friction. Ou parfois, c'est une étape qui rapporte, qui est utile, mais on déteste le faire. Du coup, on fait rien. Les gens qui aiment pas faire du montage vidéo, qui font pas de vidéo YouTube, du coup. C'est dommage parce qu'en fait, tu pourrais faire des vidéos YouTube sans montage ou avec un monteur. Et ça pourrait être très bénéfique pour ton business. Donc, peut-être que cette friction-là, ça vaut le coup de la supprimer pour toi. Pas pour tout le monde, mais pour toi. Parce que pour toi, c'est un obstacle tellement grand que ça t'empêche de te lancer. Les petits produits, c'était un truc génial pour les gens qui ont peur de faire des grosses formations. Beaucoup de gens ne faisaient pas de formation parce qu'ils avaient peur de l'ampleur que ça allait prendre dans leur vie. Mais les petits produits, c'était révolutionnaire pour eux. C'était, en fait, d'un coup, tu peux vendre des formations, tu peux faire rentrer quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros versus 0 €, c'est sympa. C'est une bonne décision à prendre, tu vois. Donc, je suis complètement d'accord avec ta phrase et je pense que ça vaut le coup de l'appliquer dans tous les aspects de son business. Est-ce que je peux pas retirer quelque chose? Est-ce qu'on terminerait pas sur ces belles paroles avec le dernier mini-jeu des 7 questions éclairs? Allez, vas-y. OK.
Donc, bah, les 7 questions éclairs, c'est 7 questions. Et je commence par la 7 et on revient jusqu'à la 1. Et donc, l'objectif, c'est de répondre en moins d'une minute. Alors, Antoine, bah, si on commence par la 7e question, quel achat de moins de 100 euros t'a impacté positivement? Je sais pas, j'avais dit les compléments alimentaires. Bah, les compléments alimentaires, ça fait pas longtemps. Et je sens un impact évident sur mon humeur. Tu vois, j'ai plus de journées déprimantes depuis que j'en prends. Mais ça va me coûter quand même plus de 100 euros à terme, cette histoire. Hmm. Je me permets de rebondir. Du coup, comment tu as fait pour identifier les bons compléments pour toi? Tu as été voir un médecin ou tu les as... Je me suis fait coacher par un gars qui s'appelle Victor Guillemin et qui est sur Instagram, qui fait des super jolis posts sur Instagram où il montre ses assiettes, il y a des dates, il y a du poulet, c'est beau. Et du coup, je me suis fait coacher un peu par lui pour changer un peu mes repas. Et il m'a notamment fait une liste de compléments alimentaires que j'ai pris. Je lui ai fait confiance. Ça serait quoi le top des plus importants si tu devais juste dire les top, le top 20? Non, je rigole. Alors, Le top 30. multivitamine, donc j'ai dit tout à l'heure, multivitamine Unae, Ok. c'est un des plus complets. Vitamine D, alors moi je la prends chez, je me souviens plus, Sunday. Non, Sunday, ouais. Ensuite, on a l'oméga 3 que je prends chez Sunday aussi. Magnésium, Sunday aussi. Et voilà. Ok. Enfin, j'ai noté sur mon carnet, tu vois. Et du zinc. Et Ça vaut du le coup. zinc de chez Sunday. Moi, ce truc-là, le L-théanine, c'est le truc Bah, ça fait peur qui ton fait que... machin là. c'est c'est un On truc dirait qui une fait que... page de vente de 2008, ton truc. En police impact, tu sais, avec des zones fluo. c'est asiatique. Focus et stress, c'est vraiment trop bien. Bon, voilà. Comment c'est quoi le nom? L-théanine, la L-théanine. Donc, question numéro 6 des 7 questions éclairs. Qu'est-ce que tu penses qui est vrai, mais tu peux pas le prouver? Bah, je te dirais le truc des superstitions. Je pense qu'il y a peut-être 30 ou 40% de ce qu'on fait dans notre business et dans notre vie en général qui se base sur des superstitions et qu'on pourrait arrêter de faire, ça changerait rien. Voilà. Mais je peux pas le prouver. Et quand tu penses au terme, donc la question numéro 5, quand tu penses au terme successful, donc quelqu'un qui a du succès, ça serait qui la première personne à laquelle tu penses? Antoine de Maximi, le mec qui a fait J'irai dormir chez vous. Parce qu'il a fait que des trucs dans sa vie qui sont cool, qu'il avait envie de faire et qui font qu'il a une belle vie à raconter maintenant. Il voulait pas faire de documentaire classique avec une équipe et tout. Je sais pas, c'est pas grave, il a inventé son format. Ça cartonne. Voilà. C'est un mec qui fait ce qu'il aime dans la vie et qui le fait bien, donc je respecte énormément. Question numéro 4. Est-ce que tu as eu un échec ou un échec en apparence qui t'a permis de te préparer pour le succès? Ou est-ce que tu as un échec préféré? Bah, comme beaucoup d'étudiants en école de commerce, j'ai fait une start-up à la con qui a pas marché. D'ailleurs, j'ai piqué 25 000 € à Xavier Niel, et je lui ai jamais rendu, parce qu'on a fait un concours de start-up et on a gagné. Et je crois que en faisant cette start-up avec 4 mecs qui avaient exactement le même niveau de compétence que moi, c'est-à-dire aucune, j'ai réalisé que ça allait pas marcher avant que ça marche pas. Je le savais déjà qu'on était en train de faire ça pour l'ego parce que c'était cool de se balader avec des vestes et des t-shirts en dessous dans l'école en faisant genre on est occupé, on a une start-up, on fait des AGE, on rencontre des investisseurs, etc. Et je crois que pendant ce temps-là, j'ai mûri mon projet de blog et je me suis dit ce qui va me réussir pour moi, ce qui va marcher pour moi, c'est le blog, c'est pas la start-up. C'est le blog parce que ça marche déjà un petit peu, parce que parce que je commence petit, que ça me ressemble. Et en fait, c'est le blog évidemment qui a marché, quoi. C'est pas la start-up. Question numéro 3. Ça serait quoi les obsessions que tu explores le soir ou le week-end? Bah moi j'ai une obsession malsaine pour les pistes cyclables et pour l'urbanisme en général. Alors je m'en fous du vélo et tout, genre le Tour de France, rien à faire, tu vois. Par contre l'urbanisme et la manière dont les villes réussissent à réduire la place de la voiture et à mettre des transports plus efficaces, c'est-à-dire des transports en commun et le vélo, plus efficace et surtout qui crée beaucoup moins de nuisances pour les gens et pour la santé. C'est un truc qui m'obsède un petit peu trop au point où je suis en train de me demander si je vais pas aller vivre aux Pays-Bas. Voilà. Ok. Question numéro 2, mon cher Antoine. Sur quoi est-ce que tu as changé d'avis ces dernières années et pourquoi? La modération a du bon. La modération a du bon et la modération est souvent le meilleur choix dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est un truc qui a vraiment changé parce que et je pense que c'est l'âge. Hein. C'est quand t'as 20 ans, tu penses pas pareil qu'à 30 ans. Et à 20 ans, j'étais un radical et je pensais que tout devait être fait de manière radicale.
Et en fait, à chaque fois que j'ai fait les choses de manière radicale, j'ai fini par me heurter à un mur et j'ai fini par trouver un juste milieu qui me correspondait beaucoup plus. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressé par les philosophies comme l'épicurisme, qui prônent la prudence et la modération et qui trouvent son bonheur dans les plaisirs simples. J'ai beaucoup cherché l'extrême, j'ai beaucoup testé l'extrême et j'en suis toujours revenu. Et maintenant, je pense, et dans tous les domaines quasiment, politique, social, économique, business, je pense que la modération a du bon et qu'on devrait y revenir. D'accord. C'est juste avec le temps, tu dirais que on va dire que ça s'est fait, ou tu as eu un déclic particulier qui t'a amené à cette conclusion? Non, ça a été très progressif. Et j'y suis allé très loin dans certains domaines, et à chaque fois je suis revenu. C'est un oscillement en fait entre des différents extrêmes, et en fait tu finis par comprendre que la moyenne c'est le milieu, c'est la modération. Et politiquement c'est pareil. Je pense que l'extrême droite a tort, je pense que l'extrême gauche a tort, et je pense que la personne qui est modérée, moi je m'en fous qu'elle soit de droite ou de gauche, la personne qui est modérée va être la personne qui va généralement récupérer mon vote. Euh, Parce qu'en fait, tu pousses n'importe quelle idéologie à l'extrême, t'obtiens une dictature, systématiquement, et t'obtiens de la souffrance en masse. Donc c'est que la réalité doit être plutôt au milieu, tu vois? Question numéro 1, si tu pouvais changer le fond d'écran de tous les ordis du monde pour passer un message, qu'est-ce que tu mettrais? Bah, je le ferais pas parce que je suis pas un dictateur et que je pense qu'on est tous différents, et donc si je devais vraiment le faire, je marquerais ça, je marquerais qu'on est tous différents, tu vois? Et que c'est pas parce qu'un truc marche pour moi que ça va marcher pour toi, c'est pas parce qu'un truc est désirable pour moi que c'est désirable pour toi. Et je pense qu'on devrait peut-être davantage l'intégrer dans nos décisions. Même en tant que vendeur, hein, tu t'en rends bien compte en tant que vendeur que parfois tu es un peu déconnecté de ton client parce que vous avez simplement pas les mêmes aspirations. Ça demande de l'empathie, et cette empathie-là, on devrait peut-être l'utiliser dans plus de domaines, et réaliser qu'on ne devrait pas essayer d'imposer, si tu veux, ces règles à tout le monde, quoi. D'accord. Est-ce que tu as une question ou une demande particulière que tu voudrais partager pour l'audience? Bah, ça serait intéressant que chacun partage son déclic, c'est-à-dire le truc qui a marché pour lui spécifiquement. Parce qu'on a dit que tout le monde était différent. Moi, j'ai dit ce qui avait marché pour moi. Ça serait intéressant que la personne dise: «OK, moi, c'est ça qui a marché pour moi. C'est le jour où j'ai compris ça que ça a marché pour moi». Ça serait intéressant, je trouve, et je serais curieux d'avoir ce feedback. Bah, après, ça demande un peu de se creuser la tête, donc je suis pas sûr que beaucoup de gens vont jouer le jeu, mais si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous avez quand même investi du temps, de l'énergie dans cet épisode, donc vous pouvez mettre le dernier miles, quoi. Ouais. Et si vraiment enfin, franchement, je pense que ça peut être un super espace de conversation de mettre ça en dessous. Mais si vraiment il y en a qui sont restés jusqu'au bout et qui veulent quand même, on va dire, montrer qu'ils sont là, et ben, vous pouvez juste commenter déclic. Vous dites, bah voilà, on fait partie des derniers, des vrais qui sont restés jusqu'au bout. Donc soit vous commentez Ouais, déclic, mais soit vous attends, commentez. Déclic, c'est pas le nom d'un podcast concurrent? Ah merde. Tu vas demander aux gens de faire la pub de la concurrence, ça va pas du tout. Et ben commentez Antoine BM et faites pas chier. Ça va. Commentez Antoine BM et voilà. Ou sinon vous commentez votre déclic et Non, mais voilà. faites l'effort, on va pas ça c'est trop facile, faites l'effort et dites quel est votre déclic, même si c'est en 3 mots, c'est pas grave, mais juste dites-le, quoi, apportez un truc utile dans la conversation, merde. On s'est fait chier nous, faites-vous chier aussi un Vous petit savez peu, pas toutes quoi. les heures où on a bossé, toutes les semaines de préparation pour cet épisode, ça c'est pas Ah, moi ça possible, fait hein. 6 mois que je suis dessus, hein. 6 Ouais. mois que je réfléchis à cet achat à moins de 100 €. Tous les matins, j'y passe 4 heures, je passe tous les Ouais. achats, j'ai jamais trouvé. Ouais. Moi, j'ai passé 5 ans à préparer cet email pour l'envoyer à Antoine BM pour qu'il puisse venir dans cet épisode. 5 ans, nuit et jour, donc OK. Où est-ce que tu veux qu'on envoie les gens pour qu'ils, te retrouvent? Ma chaîne YouTube, c'est bien, Antoine BM sur YouTube, vous pouvez vous abonner. OK. Donc tapez Antoine BM sur YouTube et abonnez-vous. Si vous écoutez cet épisode de podcast sur les plateformes de, type Spotify, iTunes et tout ça, vous pouvez également laisser 5 étoiles et mettre un emoji de, petit chat, enfin bref, peu importe. Commentez, faites ce que vous voulez et on se retrouve, dans une autre vidéo. Ciao. Ciao. Merci Antoine pour, cet épisode. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Voilà, j'espère que cet échange avec Antoine vous aura autant inspiré que moi. Et maintenant, vous avez 2 choix. Soit vous vous dites: «C'est cool, c'était intéressant» et maintenant vous passez à autre chose. Soit vous prenez ce qu'Antoine vient de vous dire et vous l'appliquez maintenant. Parce que dans le fond, Antoine nous a dit 2 trucs super simples. Premièrement, le high ticket, c'est pas compliqué. Et vous pouvez démarrer cette semaine si vous voulez. Et deuxièmement, arrêtez d'attendre que tout soit parfait.
Antoine, il a lancé son offre en une semaine, il savait même pas ce qu'il faisait, il avait jamais fait d'appel et pourtant il s'est lancé. Donc il a construit son avion en vol. Donc si vous voulez enfin stabiliser vos revenus entre 4 et 10 000 euros par mois de façon simple et prévisible, si les principes qu'Antoine a partagés aujourd'hui résonnent en vous, alors j'ai créé une masterclass avec le plan d'action concret pour les appliquer à votre business. Mais c'est pas de la théorie. C'est ce qui m'a permis de passer de 2-3 000 euros par mois de manière irrégulière à plus de 10 000 euros par mois de manière stable et j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à en faire autant. Donc le lien se trouve dans la description, c'est gratuit. Vous avez simplement à rentrer votre nom et votre email et vous y aurez accès immédiatement. Parce que comme l'a dit Antoine, En fait, tu te formes pas avant, tu te formes pendant, tu vois. Tu lances ton truc et ensuite tu te débrouilles. dans 6 mois, vous pouvez avoir lancé, testé, échoué, appris et commencé à gagner votre vie. Ou vous pouvez être encore en train de préparer, donc c'est à vous de choisir. Donc merci Antoine, merci à vous, c'était Tony. Ciao!